Bonjour à tous et bienvenue dans le 26e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et je suis avec mon gars sûr, Val. On est de retour de vacances, mon petit Val. Comment ça va? Ben ça va, c'est la rentrée, c'est la reprise. Je remarque que je suis quand même tout le temps ton gars sûr, hein. Tu veux pas changer Bah non, les gars euh, sûrs, de, on en a pas beaucoup. de formule? Ouais, mais merde, gars sûr. Bientôt, on est en 2023 là, hein. Bientôt c'est old Tu veux que je school, hein, dise gars quoi? sûr. T'es mon Je sais bro, pas, je sais ton pas. compère, ton acolyte. Ouais, mais ça fait vieux, ça, Euh, compère. que je suis Batman et que t'es mon Robin, quoi. On peut dire ça aussi, je sais Non, pas. non, non, tu Non? seras forcément toujours Robin. Oublie pas, Merde, mec. merde. Tu seras toujours le sidekick un peu malaisant Ok, dans le coin de ok, la room. pardon. Bon, et bon, en tout cas, rapidement, parce on a une invitée aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, mais on va pas la faire patienter trop longtemps. Mais en tout cas, on espère que les épisodes Formule d'été en mode un peu rediff vous auront plu. On a essayé de faire ça un peu, de les remixer pour rendre un truc un peu plus audible et en apportant un petit commentaire pour vous donner quand même un intérêt d'écoute. Donc, on espère que ça vous a plu. Là, on est reparti pour la rentrée avec du très très lourd en titre. On garde un peu de suspense encore sur l'œuvre du manga, même si vous l'avez vu dans le titre. Mais en tout cas, je suis très très content pour ce nouveau numéro de recevoir Noémie de la chaîne YouTube Horizon Universe. Je le dis pas avec l'accent anglais, hein. Salut Noémie, comment ça va? Salut, l'accent était parfait, t'inquiète. Parce que toi tu fais Horizon Universe. Yes. Hello. Bon, et ben écoute, merci encore d'avoir répondu présent à l'invitation. Bah, Parce merci de que, m'avoir invité, surtout, ça fait depuis le temps qu'on en bah oui, parle. c'est ça. Et puis t'étais un peu la première personne à qui on pensait pour parler un peu science-fiction, puisque ça va être la thématique du Yes. jour. Mais avant de se lancer dans le sujet, j'ai envie qu'on fasse un peu connaissance avec toi et que tu nous dises un petit peu ce que tu fais sur YouTube. Tu sévis sur YouTube, il paraît. Tout à fait. Je fais des vidéos sur YouTube depuis, ça va faire 3 ans, hein, depuis octobre 2020, où je parle de science-fiction dans tous ses états, en littérature, au cinéma, en série, un tout petit peu en jeu vidéo, et puis de manière très très occasionnelle aussi au format manga et bande dessinée. Mon but c'est de promouvoir la science-fiction en France, que c'est mine de rien un genre qui est quand même assez minoritaire et très peu discuté en dehors de très très grosses sorties ciné de temps en temps dans l'année. Voilà, mon but c'est de promouvoir un petit peu ce fabuleux genre très divers au travers de différentes œuvres qui m'ont marqué. Ouais, c'est très cool parce qu'en fait, tu me donnes envie à chaque fois de lire plein de livres, mais je suis assez Ouais. feignant sur la lecture des romans. Donc moi, je consomme plutôt la SF au cinéma. Et j'ai plein de petites films doudou, pas forcément trop connus. Je sais pas si tu as traité de Planète Hurlante sur ta chaîne. Tu en as Alors parlé? Parce qu'il paraît que c'est un roman aussi. je l'ai vaguement discuté dans ma vidéo sur les adaptations de Philippe K. Dick à Hollywood, parce qu'effectivement c'est un roman à la base de Philippe K. Dick, celui qui a fait Blade Runner, enfin, Exactement. qui avait écrit Ouais. Blade Runner à la base. Donc effectivement je l'ai mentionné. J'ai pas encore prévu d'en reparler, mais je pense faire une deuxième vidéo sur les adaptations de Philippe K. Dick, parce qu'il y en a tellement que j'ai pas pu Oh parler de oui. tout. Donc du coup voilà, je pense faire une vidéo entière, alors peut-être pas tout de suite, Dédié à mais c'est Kadik, quoi. La ouais. vidéo dédiée à Kadik. Ouais, il y a Voilà, du c'est boulot. ça. Ouais, il y a du boulot. Déjà, la première, j'avais dû condenser un peu parce que j'essaie de faire des épisodes qui sont assez courts quand même pour que ça reste digeste. Donc, des fois, t'es obligé de faire en plusieurs parties pour, voilà, que les gens soient pas ennuyés. Parce que du YouTube, finalement, ça doit rester du contenu bite Un peu size, quoi. snack rapide. Ouais, Ouais, voilà, c'est bien ça. sûr. Ouais. Donc, Ouais. je pense que la deuxième vidéo sur Philippe Cadic, elle sera nécessaire à un moment donné. Ouais, parce que alors j'ai l'impression, est-ce que ce serait pas l'auteur le plus adapté au cinéma? C'est J'ai l'auteur que vous avez l'impression. adapté au cinéma, ouais, avec Ouais. Stephen King. Ouais. Oui, ouais. Ouais, Stephen Alors, King, enfin, après, moi Ouais, j'ai lui, envie en de même temps, il dire, a je tellement pense, écrit aussi que, c'est ça. ouais, mais statistiquement, je prends pas trop de risques en disant que je pense que les adaptations de Dick sont meilleures que King. ouais, Hein? ouais, tu Ouais, prends pas trop il y de a des risques, bonnes, mais c'est... il y a des bonnes adaptations de On va Stephen King, commencer quand à se même. mettre les gens à dos, ça y est, c'est parti. Il y en a pas tant que ça, hein. Je trouve que c'est beaucoup de trucs pas Non, il y terribles, a, il y a terribles, hein. beaucoup de Mec, trucs Misery, c'est moyens. un bête de film. Oui, moi j'aime bien le film, mais en fait, je pense que t'en comptes, allez, 5 adaptations Ouais. correctes de King. La Guerre des Et après, Mondes, c'est un super film aussi. Il y en a bah, plein, c'est en pas vrai. King. La La Guerre des Guerre des Mondes, Mondes, c'est pas du tout un film de King. c'est pas King? Mais non, bien My sûr que bad, non. waouh. Non, 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 c'est J'ai fait H.G. une Wells, valou. c'est beaucoup plus vieux. Ah, C'est c'est H.G. H.G. Wells, Wells, c'est sûr. pardon, Ouais. pardon. Eh Non, mais il y a ouais. plein de films Aïe, de aïe, King, aïe, aïe, des aïe, bons carton films. jaune. Aïe, Ah aïe, aïe, Carton ouais, aïe, jaune. putain. aïe. En plus, un film de Touloulou. SF et tout, normalement. Alors là, Ah non, mais puis c'est les vacances. Tu aïe, laissez aïe, ça, on aïe. va trouver ces Bah excuses-là, oui, tu vas moi prendre des j'ai laissé mon vacances. C'est cerveau ça. au soleil.
Ouais, c'est ça. Tu l'as cramé au Évidemment. soleil surtout. Ouais, j'ai cramé au soleil. Et bien, vu qu'on est dans une émission de manga, moi j'ai envie de savoir avant de te. Parce que j'ai gardé 2-3 petites questions pour le côté vraiment pure littérature. Pour ceux que ça intéresse et que tu me donnes quelques petits recos. J'ai envie de savoir un petit peu ton passif avec les mangas. Comment tu as découvert ça? Est-ce que tu en lis? Est-ce que ça occupe un peu de ton temps de lecture? Alors, les mangas, j'ai découvert ça très petite parce que j'ai la chance d'avoir un oncle très geek. Le frère de ma maman, c'était un gros nounours qui avait une collection de mangas et de jeux de GameCube absolument, absolument insane. Du coup, je C'est la passais. meilleure console, hein, en gros. Ouais, c'était trop bien. Bah, quand t'es gamine, de commencer par ça, c'était génial. Et puis voilà, j'ai commencé par les classiques, Dragon Ball. À l'époque, c'était surtout ça qu'il avait. Il y avait les One Piece déjà un petit peu. Qu'est-ce qu'il avait? Il y avait les Senseiya. Enfin voilà, c'était ce genre de choses que je disais quand j'étais gamine. Ouais, les Après, on m'a oldies fait du manga, découvrir, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, en grandissant, on m'a fait découvrir Berserk. J'avais Hunter x Hunter. Mon manga préféré, autant en animé qu'en manga, c'est Death Note. Ok. Ah, Et ok. c'est ma grosse référence. Même la fin? En vrai, j'aime bien. Je la D'accord. trouve. Non, mais c'est bon à En savoir. vrai, je la trouve. Elle me choque pas, mais c'est une fin de livre plus qu'une fin de manga. En fait, je Oui. trouve c'est plutôt une fin de roman Oui. qu'une fin de manga. Donc du coup, moi, Oui, elle on est me d'accord. choque pas spécifiquement. Mais du coup, voilà, j'ai découvert le manga et du coup l'univers de l'anime parce que ben, voilà, je les mets un peu ensemble par défaut comme ça. J'en ai lu beaucoup quand j'étais ado parce que c'était vraiment enfin moi, quand j'étais ado, moi personnellement, c'était vraiment le moment où ça a vraiment explosé. Voilà, moi j'étais au lycée, enfin j'étais au collège en les années 2005, on va dire, donc c'était vraiment là où ça a pas mal explosé, quoi. Oui. La génération C'était vraiment le Naruto, moment où il y en One avait le plus, Piece, quoi. Ouais, bah oui. c'est ça. Et puis progressivement, j'ai arrêté d'en lire parce que c'est devenu de plus en plus cher, on va pas se mentir. Au début, c'était facilement trouvable et après coup, c'est devenu vraiment tellement une. Et puis la rentabilité, achat et temps de lecture passé, Voilà, elle est pas c'est bonne, ça. on va se le dire, hein, par rapport à des Voilà, c'est romans. ça. C'est tout moi qui ai tendance à dévorer les trucs assez rapidement. C'était pas mes parents à un moment donné, ils m'ont fait un petit stop, donc j'allais beaucoup à la bibliothèque, tout ça. J'arrivais à lire comme ça, mais après voilà, j'ai arrêté un petit peu d'en lire. Bah voilà, en grandissant, passant l'âge adulte, j'avais de moins en moins de temps, donc il fallait réduire, finalement, faire des choix, quoi. Et puis voilà, j'ai arrêté un petit peu d'en lire avec le temps. J'ai pas mal regardé d'animés quand j'ai commencé à vivre toute seule parce que c'était beaucoup plus facile en fait de trouver de manière moins chère et plus ou moins légale pour pouvoir Ouais. avancer dans tout ça. Donc voilà, j'ai un peu arrêté d'en lire pendant quelques temps, mais c'est là depuis le début d'année que j'ai voulu ça et la BD m'en mettre un petit peu dedans parce qu'envie de redécouvrir un peu d'autres horizons. Voilà, j'ai relu il y a pas longtemps Ghost in the Shell par exemple pour une vidéo. Enfin voilà, essayer de me remettre un petit peu dedans parce que finalement c'est un contenu que j'aime beaucoup. Même si j'y connais rien en dessin, j'apprécie aussi les qualités de dessinateur et Tu sais, voilà, c'est très subjectif le dessin, hein, j'ai envie de totalement, dire. Oui, totalement. tu peux Ouais, dire que tel auteur est un crack du dessin, mais complètement. après, moi j'ai des auteurs que j'aime énormément et c'est pas pour autant qu'ils sont Oui. considérés par entre guillemets, la sphère publique comme des grands dessinateurs. Et Je après, vois. c'est très subjectif en fait, hein. Oui, totalement. De toute façon, ce qu'on fait en règle générale, nous trois, c'est hyper subjectif. Ah bah oui, on transmet de la passion. Nous ici, en fait, en tout cas, Exactement. on n'aime pas trop cracher sur des œuvres parce qu'on estime qu'il y a peut-être d'autres qui le font et mieux que nous. Et puis on préfère se concentrer sur le positif. En tout cas, C'est marrant, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre avec ma chaîne il y a quelques mois. Donc, d'arrêter de d'accord. parler de trucs négatifs parce que ça pesait vachement en fait enfin voilà, une vidéo c'est hyper long. Revoir un Ouais. film 3 à 6 fois pour finalement cracher dessus, si tu veux, ça m'amenait pas Mm. de la joie. Ouais, Je C'est me non. très suis pas rigolo. remis de ta critique acerbe sur Avatar. Voilà, mon petit cœur a été brisé en 1000 morceaux. En plus, j'ai été particulièrement gentille sur celui-ci. Non, c'est Et vrai. c'est C'est pour vrai, ça c'est que vrai. j'ai pas fait de vidéo sur Avatar 2, c'est parce qu'au final, je me suis dit, mais en fait, quel intérêt? J'ai envie, moi mon but c'est de transmettre de la passion, comme tu dis, c'est de transmettre de l'amour et c'est de faire connaître le genre. C'est pas bien faire connaître le genre que de parler de trucs qu'au final j'ai pas aimé, quoi. Alors ça fait peut-être des Ouais, puis il vues, y a hein, mais au final, suffisamment de. Ouais. Alors, on est d'accord que aujourd'hui, ce qui attire, c'est le côté clash, le négatif, côté ouais. drama, le côté négatif. Ça attire Tout les à vues. fait. Mais après, en vrai, je pense qu'il y a suffisamment de matos pour parler de trucs Ouais. positifs.
sans forcément Large. s'emmerder avec des trucs Totalement. robustes. Totalement. Ouais. Ouais. Puis l'un n'empêche pas l'autre, finalement. On peut aussi Mm. parler de négatif, mais de manière un peu constructive et essayer de Tout à faire fait. comprendre pourquoi. Mm. Et déjà, rien que Tout à cette fait. démarche-là, c'est le mieux quand on parle de négatif, quoi. Bon, nous, ça Totalement. nous C'est arrive pas peu, juste dire mais c'est si de la ça nous merde et arrive. rien dire, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Là, j'ai envie de prendre un virage un peu plus moins manga, parce que je me dis, normalement, on a Ouais. des auditeurs qui sont On veut plus des manga, mais je exclus. pense que non, mais c'est surtout que je me dis, en fait, aujourd'hui, on a des gens qui lisent des mangas, mais je pense que dans nos auditeurs, on va aussi avoir des gens qui lisent des romans, même si on est plutôt sur du format manga BD, tout ça. Là, je vais te poser deux questions. La première, c'est, et puis je te poserai l'autre après. La première, c'est pour quelqu'un qui est complètement néophyte du genre, qui voudrait découvrir la SF. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, en lecture de romans, qui est une bonne porte d'entrée à l'univers SF? Alors, ça Alors, peut être du mainstream, ça peut être quelque Ouais. chose de moins mainstream. Tu peux en proposer deux. Enfin, voilà, je te Ok. laisse carte blanche là-dessus. Pour moi, une excellente porte d'entrée qui est très facile à lire, qui est trouvable en français, hein, du coup, c'est les livres de Becky Chambers. Le premier livre, c'est L'espace d'un an en français. The Long Way to Ah merde, comment il s'appelle en anglais? Merde, The Long Way to an Angry Little Planet ou quelque chose du genre en anglais, je ne sais plus. L'espace Ok. d'un an, du coup, de Becky Chambers, qui est du space opéra extrêmement feel good, extrêmement mignon. Ça se lit très rapidement, ça fait genre 350 pages. C'est Ok. plutôt un bon moyen de rentrer dans la littérature quand on connaît pas trop. C'est une suite de 4 livres, mais qui ne se suivent pas vraiment. En fait, c'est différents points de vue sur le même. En fait, j'ai le Ça même peut être pris univers. indépendamment. Ça peut être lu indépendamment. Donc, si Ok. vous commencez le premier, vous n'êtes pas obligé de lire les 4 pour avoir une histoire entière. Le premier se suffit à lui-même. Donc, Ok. Oui, c'est ce qu'on précise pour les auditeurs, excuse-moi de te couper, c'est que Pas de tu souci. ne lis essentiellement tes livres en VO. C'est pour ça que je te Oui. demandais de préciser en off Tout à fait. des lectures qu'on trouve en Ouais. VF, parce qu'il y a des choses que toi tu lis qu'on n'a pas forcément sur le marché français, Oui. et qui donnent envie pourtant, mais Oui. voilà, tu as cette C'est chance-là pour de ça, bien maîtriser la langue anglaise. Je me dis que si jamais on en parle, ça va donner peut-être l'envie à des éditeurs un petit peu plus indépendants de se dire tiens, il y a peut-être un marché, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est que s'il y a de la C'est demande, vrai. il y aura de l'offre, quoi. Donc ça peut servir à ça. Mais ouais, je pense que Becky Chambers, ça peut être une très bonne manière de rentrer dans le Ok. délire. Surtout si vous êtes fan voilà, de space opéra. Si vous avez regardé des séries comme The Expanse, par exemple, ça peut totalement être votre truc. C'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup moins scientifique, c'est vraiment feel good. C'est mignon, il y a des histoires d'amour, interespèces et tout ça. C'est très sympa. Ok. Vous trouvez ça marrant. C'est très bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est sympa. Oui, c'est vrai que c'est pas... Si vous c'est aimez pas les aliens, perturbant. allez-y. Si Non, vous aimez les honnêtement, aliens qui copient ça avec se lit des très humains, facilement. foncez, C'est c'est ça. génial. Et puis pour un deuxième pour lequel j'ai un énorme amour, c'était je crois la première ou deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'est la trilogie qui s'appelle Les Dossiers Tennis de Sylvain Neuvel, qui est un auteur québécois. Qui est un auteur absolument adorable en plus de ça, parce qu'il avait commenté sur ma chaîne à l'époque alors que j'avais genre 50 abonnés, il avait trouvé la vidéo pour commenter dessus, un truc de dingue, Ok. j'étais comme une tarée. Trop cool. Ah ouais. C'est une trilogie L'algorithme a assez... marché. Ouais, de ouf, pour une fois. C'est une trilogie qui est assez courte, pareil, les bouquins font 250-300 pages, mais surtout c'est fait sous forme d'interview. Donc t'as un mec qui pose des questions à des membres d'équipage, et ces membres d'équipage racontent ce qui s'est passé. Donc ça se lit super facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir entre guillemets un gros niveau de lecture et tout ça, ça se lit super facilement. L'histoire elle est géniale, c'est une des histoires les plus folles que j'ai lues ces 10 dernières années. Ça se lit vraiment très 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 bien. En plus c'est une histoire avec un gros méca, en fait il trouve voilà, c'est un archéologue et il trouve un énorme crâne de robot sous terre, et il se rend compte en fait c'est une espèce de Ça fait penser vaisseau, un en fait peu on peut aller dedans et au tout. géant de fer de Spielberg, qui a Ça été commence un produit peu par comme ça, Spielberg. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un peu le même délire et c'est juste fantastique. Le troisième bouquin, j'ai chialé de A à Z, c'était trop bien. Donc voilà, je conseille fortement aussi Les Dossiers Tennis de Sylvain Neuvel. C'est absolument, c'est une petite pépite. Ok, ça se trouve Vidéo sur ma chaîne. tout ce que tu as cité, on mettra les liens dans la description pour renvoyer à ta vidéo pour que justement les gens puissent découvrir. Est-ce que ça se trouve en numérique? Parce que moi je consomme beaucoup en numérique. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Ça se trouve, ouais. Okay. Ouais, les deux se trouvent. Moi, je les avais trouvés sur Kobo à l'époque pour quelqu'un, donc je suppose qu'ils doivent être sur Kindle aussi. Oui, ouais, tout à fait. De toute façon, moi, je suis sur Kobo aussi, donc je crois. Team Kobo. Mais bref. Ok. Et puis, alors, j'ai envie de dire plutôt, si on rentre un peu plus dans le pointu, la dernière lecture marquante en SF, si on peut, c'était ma deuxième question. En plus, j'ai sorti mon carnet de lecture pour regarder vraiment les dernières qui m'ont marqué, parce que voilà, la dernière vraiment qui m'a marqué, alors je vais en sortir deux parce qu'il y en a une qui n'a pas encore été traduite en français mais qui sera traduite bientôt, c'est Elder Race de Adrian Tchaikovsky, qui est mon auteur préféré
tout Oui, court. je t'entends souvent en C'est parler. c'est celui qui a écrit Dans la toile du temps, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un livre que je conseille à ceux qui ont déjà un petit peu lu. C'est peut-être un livre un peu compliqué, mais qui est fantastique. Donc voilà, Elder Race qui va être traduit par Le Bélial, qui va sortir en novembre, je crois, de mémoire, qui est un livre de science fantasy vraiment magnifique. Et sinon, pour ceux qui veulent du coup quelque chose qui est sorti un peu plus récemment, qui est en français, L'Escarifié de China Miéville, qui est un livre absolument magnifique. China Miéville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du weird. C'est de la science-fiction un petit peu barrée, un petit peu Bizarre, quoi. genre c'est quelqu'un qui a pris de la drogue et Ouais. qui a écrit et c'est cool. Voilà, Ok. c'est absolument Ok. bien. Pour ceux qui ont vu le film Ouais. Annihilation, c'est un peu ça. Ah voilà, c'est ma question que j'allais te poser, donc Ouais. l'annihilation avec Nathalie Portman, si je dis pas de Ouais, bêtises. qui est un Ok, livre c'est juste très pour très faire le chouette. parallèle avec un truc C'est ça. plus Et mainstream, ben entre guillemets. Ouais. voilà, Ok. bah, Jeff Vandermeer qui est l'écrivain de Annihilation et Chana Miéville qui est du coup celui dont je parle là, c'est les deux grands maîtres aujourd'hui du weird sur le marché SF. Et Ok. c'est une lecture passionnante. Enfin, voilà. Pour le coup, le bouquin il fait genre 850 pages, c'est un pavé, tu peux buter quelqu'un avec. Mais Ah oui, enfin, je l'ai lu en 4 jours tellement j'étais dedans, quoi. Je pouvais pas le lâcher. 4 jours. Ah ouais, quand même. Ah Mais ouais, franchement, c'est. je me suis couchée tard exprès pour pouvoir le lire, tu vois. Tellement Wow. j'étais dedans, quoi. Ah, c'est beau. Ouais. Je suis sans voix. Ouais. Quand je vois Non, Val qui par galère contre- des fois à lire non, 20 mais tu pages sais de que, manga, je en me fait- dis, toi qui lis 850 pages en 4 jours, Ouais, déjà ça, Pardon, moi Val. ça me choque, mais je note pas ça. Par contre, ce que je trouve ouf, et c'est ce que je constate à chaque fois que je regarde les vidéos de Noémie sur sa chaîne, c'est qu'à chaque fois tu ressors de son contenu en disant ouah, mais j'ai tellement de trucs à lire et tout. Non, mais c'est vrai que tu pitches bien les œuvres et tu donnes envie de C'est rentrer gentil, là-dedans. Donc, ça fait plaisir. C'est que ma donc mission non, est très cool. accomplie et je suis contente. Ah, puis après, faut aimer la SF. Moi, j'aime ça. Donc, du Totalement. coup, je suis là en mode, mais what? Mais attends, mais elle parle de trucs, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça a l'air beaucoup trop stylé. Non, trop cool. Mission accomplie. ouh. bon. Et ben de toute façon, on mettra tous les liens dans la description de tes recos. Moi, en vrai, ça m'a un peu chauffé. Je pense que je jetterai peut-être un œil sur les Ouh. 2 récits que tu as donnés avant sur des trucs plus accessibles. Parce que je suis pas un gros lecteur, mais il faut que je m'y remette parce que je me dis, je passe Ouais. à côté de trucs archi cool. Dossier de Thémis, ça me chauffe bien aussi. Ouais. Ah, franchement, Ouais, c'est clairement. top. Franchement, c'est top. Mon petit Val, est-ce que toi, tu as des. Je sais pas, une actu, une reco avant qu'on se lance dans le sujet du jour ça peut être Ouais. un truc un peu léger. Vas-y. Ouais, on t'écoute. carrément. Bah, vu qu'on est sur un petit thème SF, allons-y. Ça tombe bien. J'ai commencé à regarder. Peut-être que Noémie elle pourra dire ce qu'elle en pense si elle l'a vu. J'ai commencé à regarder la série Silo. Moi je regarde sur Canal+, mais je crois que c'est une série Apple TV, si je dis pas de bêtises. D'accord. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est en gros l'humanité retranchée dans l'intégralité de l'humanité, ça, on sait pas, mais en tout cas beaucoup de gens retranchés dans un silo souterrain avec pour consigne de ne pas sortir sous peine de mourir asphyxié, de ce qu'on comprend, ou en tout cas intoxiqué. Et ça se passe plusieurs centaines d'années après notre ère, et donc on a une humanité qui a développé une nouvelle forme entre guillemets de vie, une nouvelle société. Et moi j'aime beaucoup ce genre de truc, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je n'ai pas encore terminé, il me reste je crois 4 épisodes, j'y vais tranquille, je regarde ça avec ma copine, peinard. Mais pour l'instant j'aime bien. D'accord. Bon, bah, écoute, bonne petite reco. Alors moi, j'ai pas trouvé de titre SF à vous recommander parce que j'ai vu un peu après tout le monde. J'ai vu le dernier Matrix 4, le dernier Matrix, et je sais pas si j'ai envie de le recommander parce qu'en vrai, je me demande ce qu'apporte ce numéro par rapport à la précédente trilogie. Déjà que j'avais pas trop aimé le Révolution, qui est le 3e numéro. Il est plaisant à regarder, mais je me dis, quand j'ai fini le visionnage, je me suis dit, mais en fait, tout ça pourquoi ? Ça a été un sacré bide hein, quand même. Ouais, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film, mais je sais pas, je suis resté là, je me dis ok, mais autant tu vois, je me souviens du visionnage du premier Matrix qui m'avait littéralement chamboulé jusqu'à parce que je l'ai vu assez jeune. Je dû le voir, je crois que c'est 99 il me semble, Matrix, que c'est sorti. Ouais. Et je Le l'avais pas premier. vu au cinéma parce que j'étais un peu jeune et je l'avais vu en DVD. Et c'était d'ailleurs, je crois, un des
l'ère des premiers DVD qu'on avait et qu'on mettait le DVD dans sa PlayStation 2, pour ceux qui savent. Oh, Voilà, c'est à un l'ancienne. rêve de vieux. Enfin bref. Ouais. Et oui, parce que la PlayStation 2 avait un lecteur DVD. Voilà. Et je me souviens du premier visionnage. J'étais ressorti de ça, j'avais absolument rien capté. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi. J'avais été obligé de le revoir une deuxième et une troisième fois pour comprendre vraiment le délire. Mais il faut se dire, on était jeunes et puis on n'avait jamais eu un récit pareil. Mhm. Et après, c'est vrai que le 2 m'avait plu. J'avais trouvé ça sympa, mais quand même en dessous du premier parce que tu avais passé l'effet de surprise. Et le 3, j'étais ressorti énervé de la salle. Franchement, j'ai rarement des séances de cinéma où tu vois un film et tu te dis ah, c'est trop bien. Et puis en fait, non, là, j'étais sorti mais énervé en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Un peu comme Star Wars 8. Tiens, allez, et 9. Je balance comme ça les hot takes, là, on n'en parle jamais ailleurs, mais voilà. Et le Matrix 4, je me suis dit, j'y suis allé en n'ayant aucune attente. Et en fait, c'est pas désagréable, c'est joli en fait visuellement, mais ça Ouais, tu t'es apporte demandé rien, en pourquoi fait. ils ont fait le film en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Mm. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux. Moi j'ai mais, la réponse. Hein. Si jamais ça t'intéresse, j'ai la réponse du pourquoi. Bah vas-y, je crois que c'est une histoire Le qu'on parle fric. les droits. Après. C'est tout. Ouais, ou le fric, ouais. Bah oui. Et Noémie, toi, tu l'as vu Je le l'ai Matrix vu. 4 Ouais. Et Je l'avais beaucoup aimé. d'accord, ok. J'avais trouvé que c'était une bonne. Mais il n'est pas désagréable, hein, bonne allégorie. mais je me demande l'intérêt du truc. Enfin, voilà. Tout à fait. Bon. Ça arrive beaucoup trop tard, en fait, je me dis. Mais Oui, bon, ça j'aime arrive trop Keanu tard. Reeves, donc j'ai du mal à le détester. J'aime les acteurs impliqués là-dedans. Donc il n'y a que des acteurs Neil super. Patrick dans ce Harris, film. fantastique dans le film, je trouve. Incroyable Ouais. dans celui-là. Oui, non, mais Mais est-ce que c'est pour ça ça que j'ai du mal conclut à- ou ça ouvre sur des potentielles suites? bah, en fait, ça Bof. concluait dans le 3. Donc en fait, le 4, il s'en a rien à foutre. Il se dit, bah non. en Ouais, fait, donc du coup, est-ce que c'est un redémarrage ou ah non? oui, ça même conclut. pas. Ça conclut et ça termine sur une note plutôt positive, on va dire. On va dire ça. Ok. C'est plus Ouais, positif ok. que le 3, quoi. Mais... Ouais, c'est plus positif que le 3, ouais. C'est- Bref, mais bon, non, mais je peux pas détester le film, mais je me pose la question de qu'est-ce qu'il a Mhm. apporté. Tu vois, je suis pas ressorti énervé, je trouvais ça cool à regarder, mais sans plus. Enfin bref, tout ce détour-là pour faire un truc un peu plus léger. Moi, j'ai envie encore de redonner un petit coup de lumière sur le manga Ira Yasumi, qui est édité chez l'éditeur Le Lézard Noir. Et j'en parle parce que du coup, bah, ça sort très prochainement. Au moment où on enregistre, c'est peut-être déjà sorti. En tout cas, ça sort le 6 septembre. Et donc, moi, j'ai lu le tome 2 et c'est une vraie bonne bouffée de bonheur, ce manga. C'est un manga tranche de vie. Je suis vraiment tombé amoureux du style de Kengo Shinzo. Il a cette manière de nous raconter le quotidien d'une manière tellement sincère. On suit en fait ce friteur. Alors, un friteur, c'est une personne dans la société japonaise qui travaille à temps partiel et qui se laisse un peu vivre, tout ça, et qui justement, on l'avait laissé, donc c'est Hiroko qui avait récupéré la maison d'une grand-mère qui lui a laissé en héritage, et là on continue en fait de découvrir en fait son quotidien. Il commence à croiser aussi de plus en plus l'agent immobilière qui intervient aussi un peu dans la maison. On voit la relation avec sa cousine. Enfin, c'est mignon, c'est vraiment hyper positif. Ouais. C'est super cool à lire. Enfin, moi, j'adore. Et on parle justement d'un dessin. Kengo Shinzo, c'est pas le mec, quand tu regardes ses dessins, tu te dis, waouh, c'est un génie du dessin. Son dessin est très cool. Mais je peux comprendre que certaines personnes disent, ouais, j'aime pas ce dessin-là. Voilà. Moi, je trouve que c'est Et- hyper stylé, mec, hein, quand même, hein, ce qu'il fait Ouais, Shinzo. mais je suis d'accord. Mais moi, je suis client. Mais je peux comprendre que des gens me disent, je suis pas trop fan du dessin. Parce que c'est vrai que c'est un dessin un peu atypique et qui est pas dans les carcans classiques du Jump et de tout ça. Et c'est une lecture qui fait vraiment du bien. Il a fait des titres un peu plus sombres, avec un peu de noirceur. Et là, en fait, voilà, on en apprend un peu plus sur le personnage d'Hiroto, parce qu'on sait dans le premier que c'est un acteur qui a arrêté sa carrière. On comprend pourquoi il a arrêté sa carrière. Enfin bref, c'est top. En fait, je suis dans une période aujourd'hui, hein, peut-être que je vieillis, c'est pour ça, mais je consomme de plus en plus de récits tranches de vie. Et je trouve que voilà, c'est des lectures qui font du bien. Donc voilà. Lisez Faut se faire du bien, Ira Yasumi. Ouais, Ouais. c'est important. Donc voilà. Voilà, c'était le petit tour de l'actu. Et ben si vous le voulez bien, on va se lancer dans le vif du sujet. Let's go. On est à la rentrée, on va quand même rappeler le concept pour ceux qui prendraient le train en cours de route ou pour ceux qui seraient là juste pour Noémie, hein, parce que voilà, tu es
C'est un nom qui fait déplacer peut-être les foules, donc on va quand même rappeler le concept. Qu'est-ce qu'on fait dans l'émission? Donc on regarde le premier chapitre d'une œuvre. Le but, c'est de décrypter, d'échanger, de donner un peu son avis sur celui-ci, est-ce qu'il est impactant ou pas, et puis après de revenir, parce que c'est un prétexte, on revient en fait sur l'œuvre en général. Là, on va parler d'une œuvre qui a de l'actualité, puisque ça ressort bientôt en animé. Donc on vous le dit tout de suite ici, on ne spoilera pas, on va aborder les thématiques, mais en tout cas, aujourd'hui, on vous parle de la grosse œuvre, du gros manga, Pluto. Allez, c'est parti. ロボットと人間の共存犯人は人間なのかそれともロボットかさっきの人わからなかった人間かロボットか Mon petit Val, une fois n'est pas coutume, je te laisse la main sur la présentation de l'œuvre, de ce chef-d'œuvre peut-être. Je mets les guillemets. Moi, Voilà. moi, je les enlève, les guillemets, et je le dis. Oui, Je suis très, va très pas content. déflorer qu'on en notre parle. avis, on va laisser un peu de suspense. Mais oui. On expliquera pardon, un peu le contexte tout à l'heure de comment on est venu à accélérer un peu le... On cherchait un deuxième Urasawa, mais on va le dire tout à l'heure, mais je te laisse présenter l'œuvre. Vas-y. Très bien. Donc, plutôt, manga du très grand Naoki Urasawa, n'est-ce pas? Ainsi que de son acolyte de toujours, Takashi Nagasaki, qui est son co-auteur, en fait, sur la plupart de ses séries. Pas toutes, je crois, mais en tout cas les plus notables, telles que Monster, je crois. 20th Century Boy. Et 20th Century Boys aussi, ouais. Entre autres, il y en a d'autres, mais on va pas tous les dropper, ouais. Et donc c'est Pluto qui est l'adaptation de l'œuvre de Osamu Tezuka. Donc pour les gens qui connaissent un peu Urasawa, ils le savent, Urasawa il voue un culte à Tezuka. C'est son son idole, on peut dire ça. Je pense. Ouais. En tout cas, il a une relation très particulière avec Osamu Tezuka, donc premier mangaka peut-être. En tout cas, un des. Ouais, pas forcément le premier mangaka. Non, excuse-moi, pas forcément le premier mangaka, parce qu'il y a l'histoire nous a montré qu'il y en avait d'autres. Mais en tout cas, c'est celui qui a popularisé. Voilà, un c'est style. ce que j'allais dire. C'est plutôt celui qui a vraiment popularisé le truc. Quoi. Voilà. Ouais, exactement, c'est le maître du manga, clairement. Comme on le Donc connaît. Littéralement, on le dit pas, mais c'est adapté de Astro Boy, le robot le plus fort du monde. Merci. Et c'est les mots de la bouche. Ah, excuse-moi, vas-y. Je crois que tu allais le dire. Vas-y. Ben oui, laisse-moi prendre mon kiff là. Ouais, vas-y. Donc voilà, adapté d'Astro Boy de Tezuka, bien évidemment. C'est un seinen en 9 tomes. 9 tomes 8 tomes 8 tomes, pardon. Seinen de type thriller science-fiction. Édité donc en 8 tomes en France chez Kana sous le format le label Big Kana. Voilà, et c'est complet. J'ai pas la date de quand ça s'est terminé. En tout cas, ça a été publié en 2004 au Japon par la Shogakukan. Voilà. Et surtout, truc un peu stylé, c'est que dans quelques semaines, on a un animé qui va sortir, qui va être tout fraîchement adapté par Netflix, justement Pluto. Et les premières images ont l'air très très cool, donc si vous n'avez pas vu les trailers, ça a l'air ultra quali. C'est waouh. Et c'est le studio M2 qui a pas fait de trucs hyper notables, qui l'adapte en animé, mais par contre l'animation a l'air vraiment dingo. Donc allez checker ça. Et puis voilà, on a un petit pitch. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Seb? Non, juste dire que j'y croyais pas en fait avant de me replonger, parce qu'en parallèle de ça, je me fais la lecture d'Astro Boy, justement. Je suis en train de relire les Astro Boy, et d'ailleurs, on vous prépare un manga du grenier ce mois-ci, donc on a fait une thématique science-fiction. Je garde encore un peu de suspense sur l'invité du manga du grenier sur justement Astro Boy le robot. Mais j'y croyais pas avant de le trouver, mais c'est vraiment littéralement l'adaptation d'un arc scénaristique où Astro Boy va être en prise à combattre Pluto. Et on va retrouver, enfin voilà, quand j'ai lu ça, on en parlera tout à l'heure, mais j'étais assez surpris. Je me dis, ah oui, donc il a vraiment adapté
une partie de l'œuvre d'Astro Boy, enfin un arc en particulier. Et Ouais. j'étais assez surpris. Alors après, il a mis sa patte, mais ça, on en parlera dans le décryptage. Mais ouais, j'étais agréablement surpris de me dire waouh, ah ouais, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Très bien. Est-ce que je sors le petit pitch du four? Bah vas-y, Allez, sors-le. c'est parti. Donc Là, c'est le pitch de l'éditeur. Vraiment. C'est le pitch de l'éditeur. Ok. Après, moi j'ai peut-être un pitch là, si jamais. Est-ce que tu me laisses prendre un autre pitch? Parce que je le préfère Vas-y, à celui que tu m'as vas-y. mis. Ok, très bien. Vas-y. Donc, Allez, vas-y. dans un monde peuplé d'humains et de robots, l'inspecteur Gezirt enquête sur la disparition de Mont Blanc, une célébrité internationale, et un robot. Des cornes ont été retrouvées près de ces débris, une signature qui permet à Gezirt de comprendre qu'un mystérieux tueur du nom de Pluto compte assassiner les 7 robots les plus puissants du monde, dont il fait partie. Pas mal. J'avais laissé un peu plus de suspense dans mon C'est vrai, synopsis, c'est mais, vrai qu'il y avait un peu plus de suspense, mais bon, l'œuvre étant terminée, voilà. Mais oui, je me dis bon. de toute façon, que c'est littéralement comme ça qu'on pitch l'œuvre. Hein. Après, Ouais, exactement. voilà. Voilà. Peut-être Eh ben, ouais, un truc qui n'apparaît pas dans ton pitch, Seb, c'est le fait qu'il y ait aussi une autre personne, mais je pense c'est qu'on va voulu en parce parler. que justement, ça va être abordé à un moment donné dans le Mm. premier chapitre, n'est-ce pas? Parfait, N'est-ce pas? parfait. Bon. Et ben justement, est-ce qu'on se lancerait pas dans le pape? Est-ce que Noémie, t'es prête là? C'est bon? Je suis ready, comme jamais. Donc on a l'acte 1 qui se nomme Mont Blanc, c'est environ une trentaine de pages, donc habituellement on était plutôt, sur les derniers mangas qu'on avait traités, on avait plutôt des premiers chapitres qui étaient aux alentours des 50 pages, on a tendance à dire que c'est plutôt des doubles chapitres, pour justement vraiment avoir une exposition plus importante, mais là il fait le taf en une trentaine de pages. Alors avant de se lancer dans le déroulé, et je vais commencer par pour mon invité, je voudrais déjà que tu me donnes un peu ton avis sur le côté édition et couverture, voilà, pêle-mêle, tu me dis un peu ce que tu penses un peu de ces couvertures de Pluto. Moi, je les trouve très intrigantes. Alors moi j'y connais pas grand chose, donc du coup voilà, c'est mon avis de profane total, peut-être que je vais faire hurler les foules. Je trouve que l'édition elle est intéressante visuellement parce qu'elle est extrêmement épurée. Ça dit pas grand chose, en même temps ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va être vers quelque chose qui est simple sans être simpliste. C'est-à-dire que voilà, la couverture avec juste, il me semble que le premier c'est Gesicht qui est dessus. Oui. Ouais. Gesicht. Alors moi Gezirt. je dis Gezirt, mais je ne sais pas pourquoi, je On ne va sais dire pas tous parler la allemand. même chose, alors, Gesicht. Après, il est allemand, donc normalement Oui, c'est voilà. ISCHT, ça se dit Icht, donc Oui, c'est c'est ça, Gezicht. Ouais. Normalement, Ah c'est ouais, Gezicht. Ouais, Ouais, c'est Gesicht, ah ouais. moi en le lisant. Si je Ouais. me rappelle à mon LV2 GG, du allemand. Nous avons GG sur la couverture de la première, et c'est un visage qui est assez qui va nous suivre du coup tout au long de la série, et qui est d'un côté il a l'air un peu énervé, d'un côté il a l'air assez posé. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Toi t'as le U qui a une tête un petit peu particulière, donc je trouve que la couverture elle est assez intrigante parce qu'elle veut, en fait elle te dit pas grand chose, en même temps elle t'emmène quand même pas mal déjà dès le début. Ok. Val, Je suis rajoutes plutôt un truc d'accord. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Je trouve assez intéressant que chaque tome a un personnage. Et on comprendra que en fait le personnage de la cover est un peu le personnage central sur lequel le tome va s'articuler, même si toute l'histoire est entière. Et c'est vraiment très cool, non Puis après la classique, hein, le dessin d'Urasawa, tout ça, on en parlera, mais pour moi je suis très fan. Puis les couleurs sont très cool aussi, donc non, il y a rien à dire. C'est une cover très efficace, et surtout l'édition est très très cool. L'édition Bicana, je sais pas pourquoi quand je l'ai eu en main, etc., je la trouvais vraiment satisfaisante, quoi. T'as envie d'avoir ça chez toi. Ouais, il y a un côté touché en fait au niveau des jaquettes. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Un petit peu rugueux, j'aime beaucoup. Moi, je vais rien rajouter parce que je suis assez client aussi du parti pris des jaquettes avec ces visages très fermés. On sent qu'on est vraiment dans du serious business, tu sais, ça rigole pas. C'est ultra sérieux. D'ailleurs, on verra après, mais c'est ce qui va aussi un petit peu se différencier de l'œuvre originale. Hein. On en parlera dans le décryptage. Encore une fois, je rappelle, sans spoiler. Et j'aime beaucoup tout le taf qui a été fait sur le logo. T'en parlais, Noémie, justement. Ouais. Avec justement cette typographie, le U qui rappelle les cornes de Pluto, et puis ce Naoki Urasawa X Osamu Tezuka. T'as l'impression que c'est le crossover ultime du manga pour nous offrir le meilleur du manga. Donc non, je suis assez, puis j'aime bien cette continuité au niveau des
au niveau des jaquettes, où on a, comme tu disais Val, un personnage différent. Mais après, ce qui est assez cool, c'est sur les dos aussi. Les dos, quand tu les mets côte à côte, t'as à chaque fois une partie du visage, un œil d'un personnage. Et je trouve que ouais, non, ouais, elle est très satisfaisante comme édition. Puis c'est un manga qui est assez équilibré à tenir en main, donc c'est plutôt cool. Et Ouais, c'était un plaisir de lecture sensitif, tu vois, dans le côté un peu sensation. très, très bon choix chez Kana. Ouais, et puis il y a des pages couleurs. Enfin, je trouve que c'est là-dessus, on est plutôt bien servi. Puis c'est de la belle coloration. Ouais, c'est de la belle couleur en tout cas sur les pages en couleur qu'on a. Donc, et puis c'est toujours sur un papier glacé. Donc voilà, si tu vois quand tu as de la page couleur qui arrive entre les mains. Non, en tout cas, enfin, j'ai envie de dire, c'est un taf, c'est assez irréprochable. Et petite chose qu'on peut noter aussi, il y a du matos sous les jaquettes. Vous avez une sorte un peu de best-of de ce qui va se passer dans le manga, où on nous met quelques petites scènes clés. Ça spoil pas, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez bien fait et c'est en couleur. Donc franchement, c'est du super taf de Kana là-dessus au niveau de l'édition. C'est vraiment, vraiment top. Et vous prenez pas trop de risques parce que c'est une série en 8 tomes. Et ça, c'est cool. Parce que c'est rare d'avoir des séries courtes, aussi qualitatives aussi. Donc ça fait du bien. Alors, eh ben, on va se lancer dans le vif du sujet. On démarre justement avec les fameuses pages couleurs que je vous parlais, où on va voir un incendie où les pompiers tentent de l'éteindre et se demandent tiens, mais qu'est-ce qui se passe, ça se propage, c'est difficile. Et on rencontre du coup le professeur Reinhardt qui fait un constat que la communication avec Mont-Blanc est coupée. Et là, on comprend que il s'est passé quelque chose. On comprend que un drame est arrivé. Et on termine en fait sur la page, parce que c'est une sorte de prologue en fait auquel on a le droit. On termine sur la page où c'est marqué Acte 1 Mont-Blanc avec un personnage intriguant. On suppose que c'est plutôt, mais on l'entreaperçoit dans une espèce de flamme. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, déjà, de cette première mise en abîme de la découverte de Mont-Blanc qui, a priori, a l'air d'être passé à trépas? Noémie? Moi, c'est un premier chapitre qui m'a vraiment intriguée, parce qu'on est direct dans le vif du sujet. J'aime beaucoup commencer in medias res, hein, c'est un grand classique de ce genre d'histoire où tu démarres direct. En fait, on n'a pas le temps de te dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais que voilà, tu n'as pas le temps de savoir ce qui se passe. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. C'est cool, ça te met dans l'ambiance. Tu sais du coup ce que va être la suite. On sent direct qu'il y a une certaine affection entre Reinhardt et Mont-Blanc, donc ça te met aussi un petit peu dans l'ambiance, savoir que ça va être qu'il va y avoir une relation à un moment donné qui va être importante, qu'en tout cas la relation entre les deux va avoir un impact émotionnel avec le lecteur. C'est toujours bien de savoir que tu vas pleurer à un moment donné dans ta vie, c'est toujours agréable. Et puis cette page, l'acte Mont-Blanc avec cette forme dans des flammes, elle est absolument impressionnante, quoi. Là tu te dis ok, d'accord, donc c'est ce genre d'histoire que je vais lire, quoi. Ouais, c'est absolument c'est hyper intéressant parce que ça te marque direct, en fait, ça te met direct dans le truc. C'est très marquant comme début. C'est pas oh tiens, on suit Gesicht qui va aller s'acheter des poivrons, tu vois. C'est pam, ça tu quelqu'un qui se passe quelque chose de grave et ça te met direct dans une ambiance, dans l'ambiance du manga, quoi. Clairement. C'est ça. Val, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je trouve que ça fait très opéra, notamment la page où il y a écrit Acte 1 Mont-Blanc avec l'espèce de... Parce que bon, on dirait un démon ou quoi que ce soit, on sait pas ce que c'est. Tu sais, ça fait très opéra, genre j'imagine, en voyant la page, j'imagine de la musique épique d'opéra, tu vois, ou de très trucs classique, un peu, ouais, tu vois, un peu dans ce style-là, et ça donne clairement le ton, et je suis très content que Noémie ait noté que on sent qu'avec Reinhardt et entre Reinhardt et Mont-Blanc, il y avait de l'affection, puisque en fait, Urasawa, c'est juste un crack pour rien que nous transmettre ce genre de petites émotions un peu fines avec par le regard, case, quoi. Ouais, par le regard, c'est juste trop fort, quoi. Bon, ça, voilà. Non, mais ça va être une thématique et on en parlera tout à l'heure parce que en vrai, le manga a tellement de matos qu'on n'a pas besoin de spoiler. En fait, on va juste vous noter les choses qui nous ont marqué. Mais ce qui va être très important, c'est bon, ça, Urasawa est très fort pour faire ça, mais c'est la relation entre les humains, mais là encore plus entre les humains et les robots. Donc c'est là où c'est quelque chose d'assez c'est hyper intéressant, la sous-couche qu'il a réussi ou la surcouche qu'il a réussi à apporter à son manga. On continue, on avance justement au moment où on apprend que
on voit le personnage de Pluto. Il y a un côté très cinématographique, hein, je trouve, puisque on enchaîne aussitôt avec le réveil de Gezicht, qui semble avoir fait un cauchemar. Donc déjà, premier point assez intriguant. Un robot qui rêve, n'est-ce pas? Bah, là, Est-ce à que ce les moment-là, robots c'est pas que rêvent c'est de un robot. moutons électriques? N'est-ce pas? mais en tout cas, oui, on le saura un peu plus tard, c'est sûr. Mais c'est là qu'on apprend justement que le robot Mont Blanc est mort, et par un journal télévisé, avec quelque chose de très dans le sensationnel, avec un flashback. On le voit avec des enfants sur son dos. Le robot aimé de tout le monde est décédé. Et justement, on découvre le personnage de Gezicht avec sa femme. Et c'est là qu'on apprend justement qu'il doit partir en mission, puisque on le voit assez vite, il y a en fait un immeuble un appartement qui a été complètement dévasté, et on découvre le meurtre d'un être humain mis en scène, justement avec des sortes de cornes sur la tête, et très, très suspect. Et tout ça, c'est conjointement avec la mort de Mont Blanc. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? On le verra plus tard. Mais en tout cas, c'est concomitant, et on a l'impression que c'est au niveau du rythme, ça n'arrête pas. Val, est-ce que tu veux nous dire ce que tu en as pensé un petit peu de cette Ouais. introduction du personnage? Déjà, j'ai une question à te poser, Seb, puisque c'est une réflexion que je me suis faite quand j'ai lu. J'ai trouvé le design du robot Mont Blanc éclaté. Je me suis dit, mais attends, ils nous vendent Mont Blanc comme un robot de fou et tout, et moi j'avais l'impression que c'était un cosplay du magicien d'Oz, quoi. C'est vrai, donc, de l'épouvantail. Du coup, connaissant Urasawa, tout ça, c'est pas fait de manière anodine. Donc ma question, c'est est-ce que dans Astro Boy, il ressemble un peu à ça, et du coup, il a fait une petite ref. Complètement. Oui, Ok. complètement. Ah non, mais c'est pas une ref en fait, ça on le verra après, mais il a littéralement adapté l'arc scénaristique de la bataille contre Pluto. Donc tu as Pluto, tu as Astro Boy, t'as Mont Blanc, t'as Hercule, t'as tous les personnages qu'on voit, et on va en parler tout à l'heure. Justement, on va se laisser un peu de matos dans le décryptage. C'est vraiment une adaptation et une relecture de l'arc d'Astro Boy, et notamment sur Pluto. Ok. Alors, pour le coup, je trouve qu'il ressemble vachement aux vieilles idées qu'on se faisait des robots dans les années 50, tu sais, sur les magazines genre Outstanding Stories et tout ça, Amazing Ouais, Stories aussi. carrément. C'est exactement ça que ça ressemblait, c'était tout doré avec, typiquement l'espèce de nez du coup qui devient une corne un petit peu à la Klingon. Là, je trouve que c'est exactement il y a énormément de design. Tu regardes sur les vieux magazines des années 50-60, vraiment l'âge d'or, littérature et comics SF de cette époque, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Donc je sais pas qui a pris le truc à qui. Je pense que c'était un petit peu de la pop culture à l'époque, où au final c'est le genre de choses où on sait vraiment pas qui de l'œuf ou la poule, quoi. Mais ça fait vraiment ce design là de vieux robots un peu old school, et c'est marrant parce que l'univers fait aussi un peu old school à certains points. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment penser à ça. J'ai vu le truc, j'ai fait oh tiens, une petite référence à la vieille SF années 50, ça c'était assez rigolo. Je pense qu'il y a une sous-lecture de ça sur le design du robot, vu que c'est un robot très apprécié. Est-ce que c'est pas un peu, tu vois, le goût du ouais, c'était mieux avant, etc. Oui. En mode le premier robot qui est devenu vraiment hyper populaire. Bon, on apprendra qu'il était ultra puissant apparemment, alors que bon, ben voilà, on a l'impression que c'est des bouts de ferraille assemblés, quoi. Donc on n'imagine pas ça. Mais je trouve ça très intéressant, et comme c'est le premier robot qu'on rencontre aussi dans le manga, sur le moment je me suis dit putain, mais j'espère qu'ils vont pas ressembler à ça les robots, parce que je trouve ça bizarre, quoi. Et donc bon voilà, on est rassuré quand même après, même très rassuré. Oui, très très rassuré. Oui, on peut le dire. Et ben on enchaîne, on avance dans le premier chapitre, parce que j'ai quand même hâte avec vous de décrypter un petit peu, et puis de rentrer un peu dans le cœur du sujet. On apprend justement... Oui, vas-y Noémie, excuse-moi. Si je peux dire un truc, je sais pas si vous avez vu la série True Detective, le truc Bien avec sûr. les cornes, ça vous avait pas fait grave penser à ça? Ah bah direct. Voilà. Complet. Sur la première saison de True Detective. Porte ouverte avec joie, mais voilà, ça fait vraiment penser à ça. Alors, je suppose que les cornes, c'est un symbolisme qui n'a pas été créé avec True Detective du tout. Mais voilà, quand j'ai ça, j'ai direct pensé à ça. Puis finalement, Gezicht te peut un peu faire penser au personnage à Woody Harrelson. De Woody Harrelson. Je trouve qu'il y a un peu la même dégaine, même côté, vas-y, tu me saoules, désabusé par le monde, quoi.
clairement. Ouais. Ah, mais il a clairement une tête très désabusée. On le sent très impassible, très blasé. Et c'est oui, oui. Mais c'est vrai que cette histoire de cornes, cette mise en scène, elle est vraiment intéressante parce que on le saura après pourquoi il y a ça, mais c'est que pour le coup, ça fait partie des choses un peu inédites mis en place par Urasawa. Parce que ce qui est fort avec ce manga-là, c'est qu'il adapte, mais en même temps, on en reparlera, il y met sa patte à lui. Et c'est ça qui fait que je trouve que ce récit-là est pour moi un chef-d'œuvre. Mais voilà, on va vous donner les éléments de pourquoi après. Donc justement, en parallèle de la découverte de ce corps de cette personne, on apprend que c'est une personne qui est en lien en fait avec la loi des robotiques. C'est un homme politique en fait qui a en fait participé en fait au développement des lois robotiques en fait dans l'univers de Pluto. Et en fait, on apprend qu'il y a potentiellement un suspect qui a forcé le barrage, qui a blessé un policier humain, mais qui a aussi profité au passage pour en fait détruire un robot policier. Et donc on voit Gezich du coup qui part à sa poursuite et qui justement rattrape ce suspect qui justement a l'air d'être un toxico. C'est comme ça qu'il le décrit, hein, comme un drogué. Et justement, forcément, c'est le premier en fait suspect de l'affaire, mais qui en fait nous permet juste de comprendre, on l'a dit tout à l'heure, on a un peu défloré le sujet, que Gezich n'est pas humain et que c'est un robot, puisqu'il lui explique justement, parce qu'il a peur de se faire tuer, parce qu'il sort une arme, on se demande d'où elle sort d'ailleurs, donc c'est la première intrigue, on se dit ouais c'est bizarre comment il sort son arme. Déjà elle est chelou. Voilà, elle est chelou c'est son arme, bizarre, c'est la tiraille qui est un peu bizarre, et il lui répond, rassure-toi, je ne suis pas fait pour tuer les humains, je suis un robot. Et là on se dit ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que ça tranche, je sais pas ce que vous en pensez, entre Montblanc qui a le bonne idée de l'idée qu'on se fait du robot, et lui qui est un humanoïde et qui, pour le coup, on pourrait se dire, non, c'est un humain, mais en fait, non, c'est un robot. C'est très perturbant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a les bons robots, et puis il y a les gentils robots, puis il y a les mauvais robots. Et il y a les mauvais robots. Non, c'est super parce que moi, pour le coup, je suis tombée des nues. J'étais là genre, oh, truc de ouf et tout. Enfin, ouais, j'étais à fond quand j'ai vu ça. Mais effectivement, t'as le gros contraste entre Montblanc qui était aimé, qui avait des enfants, qui était on aime la nature et il fait partie du tourisme suisse et c'est trop cool. Et puis t'as lui qui attrape des toxicos dans une allée un peu pourrie, quoi, tu vois, de Düsseldorf. Ça te cale un petit peu ça te cale un petit peu le mec, quoi. Tu vois, du coup, la grosse différence, tu vois, du coup, tu comprends aussi que les robots ils sont partout dans la vie quotidienne, que le fait que Montblanc soit mort, c'est quelque chose aussi parce qu'il fait partie de la communauté au sens large et pas que parce que c'est un robot. Les deux en fait coexistent. C'est hyper rare ça en science-fiction que les robots et les humains coexistent de manière plus ou moins égale, parce que là le problème harmonieuse, c'était aussi que il l'appelle, je crois que c'est Bobby ou Robbie, je sais plus, le robot policier. Enfin voilà, il lui en veut aussi parce qu'il a tué le robot policier, alors que le robot policier pour le coup il a vraiment pas une tête d'humain, quoi. C'est une boîte de métal, et tu comprends vraiment avec cet échange là qu'effectivement les robots et les humains sont sur le même piédestal. Du coup ça te dit vachement sur l'univers et sur le développement aussi de pourquoi est-ce que c'est aussi grave qu'il y ait cette course à la tuerie de robots, quoi. Clairement. Val, tu veux rajouter quelque chose ? Non, elle en parle très bien, Noémie. C'est la mise en place du lore, entre guillemets, elle est faite de manière très smart. Puisque c'est j'étais sûr que t'allais dire ça. Bah oui, forcément. Mais en plus c'est fait comme ça, mais du tome 1 au tome 8, quoi, vraiment de bout en bout, on a tout le temps des petits trucs insérés dans le récit qui ça paye pas de mine, enfin on pourrait pas se douter, mais en fait ça apporte beaucoup de poids au lore, et ça c'est vachement bien. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est plus le feeling que j'ai eu moi quand j'ai lu le premier chapitre, c'est que je n'ai eu zéro sympathie pour Gezirt, quoi, vraiment. Ah ouais. En tout cas, à ce stade-là, et j'ai mis beaucoup de temps à avoir de la sympathie pour Gezirt, parce que justement, vous l'avez dit, il a l'air blasé, la cover le montre très dur. Fermé, et puis en fait, il est constamment fermé, dur et froid.
Et du coup, moi, j'ai mis beaucoup de temps à avoir de la sympathie, mais par contre, je m'attachais quand même à lui parce qu'on le suit malgré tout. Bah, tu le vois avec sa Et... femme, elle te dit qu'il a besoin de vacances, qu'il est fatigué, du coup tu te dis Ouais, quand mais même, ah oui, c'est un flic il sous reste tension, froid, vous quoi. comprenez. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a un Mais- peu de ça. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis là, ça rejoint en fait toute la scène qui est juste après, où il va présenter ses condoléances à la veuve du policier robot. Ouais. Et c'est là et il lui dit: j'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Mais c'est des robots. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir des émotions? Comment ils peuvent être tristes, heureux? Ah, Tu ouais. l'as dit, Noémie, partir en vacances. Euh, et c'est là qu'on comprend, et c'est là où c'est malin, cette scène-là, elle est là pour vraiment, tu parlais de Laure tout à l'heure, Val, elle est là pour nous dire, voilà comment est le lore, en fait, et elle le dit, cette veuve, à force de vivre comme les hommes, nous actualisons notre système en développant des perceptions de plus en plus humaines, nous n'avons pas encore compris quel était le plaisir de prendre le thé. Donc en fait, ils doivent tellement faire comme les humains, faire prendre le thé, faire semblant de manger, alors qu'en fait, techniquement, ils n'ont pas besoin de manger, quoi, parce que c'est des robots. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu commences à toucher du doigt la profondeur du récit juste Ah, avec oui. une scène qui peut être banale dans n'importe quelle autre œuvre d'un flic qui va présenter ses condoléances à une veuve. Mais là, c'est des robots, quoi. Donc ils se comportent comme des humains. Et Deux c'est ça robots qui qui dit, interagissent entre eux et de manière. interagissent entre eux. Waouh. Et c'est là où c'est vraiment très très fort. Elle est Et horrible. ça, cette pour scène. Ouais. Ouais. Et pour moi, ça c'est vraiment pour le coup, ça c'est un apport 100% de. Alors c'est pas pour le coup, c'est sûr, c'est un apport de la patte Urasawa Ah, bah oui. et forcément aussi de Nagasaki au niveau du scénario. Mais on va faire simple, on va parler d'Urasawa. Mais c'est assez incroyable parce qu'après on apprend qu'en fait il est de l'Europol, et que du coup on arrive assez vite en fait sur l'analyse en fait de cette connexion potentielle qu'il y a entre les deux affaires. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire là-dessus, ou est-ce qu'on avance tranquillement vers la fin du chapitre pour ensuite discuter? Noémie, tu veux dire quelque Il chose? y a bah, du coup la scène où il va annoncer la mort de Robbie Booby à sa femme. Il y a la petite scène où elle raconte qu'elle travaillait avec un enfant humain et qu'elle n'avait pas compris à l'époque ce qu'il avait pu ressentir quand son animal de compagnie était mort. Et puis tu as la scène, en fait, elle a la même tête tout le long. Enfin, ils prennent exactement le même dessin tout le long, en fait, avec le zoom de plus en plus. Oui. Et t'es à ça de voir que le robot il pleure alors que c'est un robot qui peut pas pleurer. Oui. Et à la fin, t'as un C'est énorme ouf. gros plan où elle te dit n'efface pas les souvenirs. Et rien que d'en parler, là, j'ai des larmes. Je cale pour un rien. Il faut savoir, c'est Non, très non, mais il n'y a chiant, pas de souci. mais franchement, j'ai lu le truc, je disais, mais qu'est-ce qu'il essaie de me faire lire, Seb, tu sais? Pourquoi Ouais. il me fait lire ça? Moi, je suis pas bien après, tu sais. Non, mais c'est. Waouh. Et cette scène Oui. a été magique parce que ça te dit tout sur la relation qu'ont les robots entre eux aussi. Et du coup, encore une fois, sur l'horreur d'avoir perdu Mont Blanc aussi, qui était quelqu'un qui était non seulement quelqu'un d'apprécié, mais qui potentiellement n'était pas seulement un robot entre guillemets, et qui pouvait du coup avoir des émotions aussi, quoi. Du coup, ça te dit qu'effectivement, ils ont pas des émotions comme nous, les humains, normalement constitués, mais qu'ils ont une forme d'attachement envers les autres. Et du coup, ça te dit vachement sur comment, encore une fois, comment l'univers il est construit et comment eux vivent. Cette scène-là te fout les boules, quoi. Elle est Ouais. Non, mais horrible. ça c'est très très Et fort. en même temps, Urasawa. ça t'explique tout ce que tu vas vivre C'est ça. sur les 8 tomes, quoi. C'est ça. Alors, C'est on juste rappelle génial. on rappelle aux auditeurs ce que tu me dis, qu'est-ce qui me fait lire. C'est parce qu'on va le dire, on va donner un peu de off. T'es venu me voir en me disant, est-ce que tu n'aurais pas des récits un peu SF en manga à me proposer? Ouais. Je te dis, attends, pour moi, il y a un incontournable, il faut que tu essaies plus tôt, quoi. Tout à fait. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on est réunis Mais c'est ta ici faute. pour enfin parler de cette tuerie. Parce que j'arrête de dire banger, parce qu'il paraît que banger, maintenant, c'est mal vu de dire banger. Ouais, donc je vais maintenant dire, c'est overrated c'est- de dire banger. c'est overrated. Et ça, on continue Ouais, à continuer. C'est surcoté Euh, de dire banger. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut arrêter de mettre des anglicismes partout. C'est pas bien, il paraît. Enfin bref. Bon, on avance. Donc, le petit Gezir, c'est le Gezist, il revient donc au quartier général pour étudier les preuves qu'il a accumulées. Et c'est là qu'ils en arrivent à la conclusion que faire ce qui s'est passé, il n'y a qu'un robot qui peut faire ça. Mais en fait, c'est là où il y a quelque chose de pas cohérent. Il le rappelle d'ailleurs que l'article 13 de la législation des robots, les robots ne peuvent blesser ni tuer des humains. Donc, autant il peut être arrivé à tuer Mont Blanc, mais pour autant, il ne peut pas tuer l'humain. Mais pour autant, la mise en scène
des morts, que ce soit pour l'humain et le robot, c'est toujours des cornes sur la tête. Et c'est là où j'adore cette fin de chapitre où Gazich prend ça très personnellement. Tu vois, encore une fois, on a l'impression qu'il y a l'émotion qui prend le dessus, où il explique que je vais rechercher le coupable, quel qu'il soit, un robot ou un humain. Il est habité par le mal. Et c'est là que tu te dis, attends, habité par le mal, c'est comment on peut arriver à mettre un concept comme ça pour un robot? Et le manga va essayer d'y répondre pendant ces 8 tomes. Ouais. Sur un C'est parcours la incroyable. thématique du manga, Oui. en fait. Hein, c'est le rapport aux émotions et le rapport des émotions via les robots. Est-ce que les robots peuvent avoir des émotions? C'est un peu ce sujet-là qui est touché du bout du doigt. Et en plus, je veux dire, est-ce qu'on peut en parler 5 minutes Vas-y, on est parti là. À quel point c'est moderne comme récit. Je veux dire, là, on est à l'ère ChatGPT et tout ça. Tout à fait. Moi, j'ai lu ça au début de l'année 2023. Et j'étais là en mode, mais allô. Alors, et c'est la deuxième fois que ça exactement. Et c'est la deuxième fois que ça me le fait avec Urasawa, donc je commence à en avoir un peu marre, puisque quand j'ai lu 20th Century Boys, on sortait du Covid et on te parle d'une pandémie mondiale. Dans 20th Century Boys, le truc il a 20 ans. Et là, maintenant, c'est les robots. Enfin, je veux dire, Urasawa, je pense que c'est un voyageur du futur, en fait. La SF, c'est vraiment le genre où tu peux te faire mindfuck totalement, puis tu te dire, ah, j'ai aimé. J'ai adoré avoir une crise existentielle, merci, encore. Voilà, c'est... Ouais. Exactement. Non, mais c'est clairement... Alors, ce qu'on peut dire déjà sur l'œuvre, avant de rentrer dans le détail, je fais un petit... voilà, encore une fois, c'est pas du spoil, mais on a Astro Boy, donc comme je vous disais, c'est une adaptation de l'arc plutôt d'Astro Boy. Et clairement, alors on a le canevas, qui est justement... les 7 robots les plus puissants, Pluto, sa quête, etc. Tout ça, c'est dans le manga d'Astro Boy de Tezuka. Mais là où c'est très très fort, c'est tout ce que va apporter comme surcouche ou sous-couche, je sais pas comment on peut dire ça, comme surcouche. Urasawa va apporter tout le côté thriller, tout le côté dramatique, toutes ces questions existentielles. Et c'est ça qui fait que je trouve que il a sublimé l'œuvre de Tezuka en y mettant sa patte. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve, dans l'écriture de Pluto. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vraiment une lecture, on n'en ressort pas indemne, on l'a dit. Juste faire part de ma petite anecdote perso. Moi, j'ai commencé à lire ce manga-là au tout début quand c'est sorti. J'avais acheté les 4 premiers tomes. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et je sentais tellement le poids du récit. Et c'était tombé une période où j'avais aussi moins d'argent pour acheter les mangas. Je l'avais dit, oh, je le mets en pause, je le reprendrai plus tard. Et facilement 10 bonnes années sont passées. Et c'est Val, c'est là-dessus où je te renvoie la balle. Merci, putain, merci. Et je lui dis, il me dit, est-ce que c'est bien Pluto? Je dis oui, c'est incroyable, mais moi j'ai pas osé reprendre la lecture et le terminer parce que je sens le poids du truc. Tu l'as lu, tu m'as dit, mec, c'est incroyable, faut que tu ailles le lire, quoi. Je dis, mais attends, à ce point-là. Et puis du coup, je suis retourné le lire. Vraiment. Je l'ai bingé quand tu parlais tout à l'heure que tu lisais un livre en 4 jours. Moi, j'ai bingé la lecture de Pluto en une semaine. Ah, mais totalement. Les 8 tomes. J'ai lu les 8 tomes en une semaine aussi, je crois, quand tu m'as annoncé. J'ai refermé le manga. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de lire, quoi? Et tu ressors du truc, t'es... Waouh! On t'attrape par le callback et puis on te lâche pas, hein, jusqu'à la fin. Mais totalement, enfin... C'est assez ouf. Et c'est d'une justesse d'écriture, c'est les rebondissements, le côté, les enjeux dramatiques qu'il y a derrière. C'est compliqué hein, de pas trop en dire, parce que je veux vraiment ici que là, pour le coup, c'est vraiment un récit qu'il faut absolument lire. Et c'est pas galvaudé de vous dire que c'est peut-être des 5-10 séries qu'il faut avoir dans sa mangatech et avoir lu dans sa mangatech. Parce que pour moi, c'est un récit, c'est un incontournable, quoi. Franchement. Il y a tout dans ce récit. Un scénario très bien ficelé, surtout le scénario de base, quoi, finalement, l'intrigue principale. Et elle est vachement bien ficelée et même un peu complexe, mais bon, ça c'est Urasawa, quoi. Urasawa, il aime beaucoup complexifier ses récits, mais quand même, c'est pas aussi complexe que peut l'être un 20th Century Boys ou un Monster. Où là, ouais, faut s'accrocher. Il y a pas beaucoup de tomes, mais par contre, c'est assez, ça peut être assez lourd à lire parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, etc., etc. Là ici, ça reste quand même plutôt clair, mais en même temps, il y a
genre tellement d'infos sur en gros le background quoi, qu'est-ce qui se passe en fond, le parallèle avec notre société où genre les États-Unis c'est les États-Unis de Perse. Ça c'est pas un spoil, les gens peut-être On le sait rapidement, le découvriront dans l'œuvre, mais en gros il a pris notre monde et puis il a un peu il en a fait comment on dit un what if quoi. En gros en fait les États-Unis c'est la Perse, donc du coup il y a un parallèle avec les civilisations antiques quoi, l'Europe romaine, les États-Unis de la Perse, etc. Ouais, une uchronie, voilà, merci, je cherchais le mot. Attends, on a la spécialiste SF, demande-lui. Bah oui. C'est vrai. Non, vraiment, il y a tout ça dans ce récit, et en même temps, le thème étant les émotions, il arrive quand même à mettre de l'intangible dans tous ces persos, quoi. Vraiment, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est mon avis général sur l'œuvre. Tu veux rebondir, Noémie, là-dessus? Est-ce que tu carrément. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je trouvais que c'était très, très passionnant et j'étais dedans de A à Z. Déjà, avant d'être une fan de science-fiction, j'étais une grande lectrice de thriller. Voilà. Et du coup, j'ai toujours beaucoup apprécié ce côté recherche d'indices, tout ça. Je pense que c'est un truc qui parle à beaucoup de gens. Et puis quand t'es comme moi une dingue de SF, t'as tellement de parallèles avec d'autres œuvres en fait que ça rend le truc encore plus passionnant parce que du coup tu peux voir où est-ce que ça va. Et puis même, je suis sûre qu'il y a des œuvres en fait qui n'ont pas forcément de parallèle avec parce que c'était sûrement intentionnel ou en tout cas c'était pas voulu ou alors c'est juste vraiment parce que les deux œuvres parlent un peu de la même chose. Mais il y a ce manga en fait je me dis putain ça me fait penser à ça, c'est un peu le même délire que ça et tout. Et j'aime vraiment beaucoup pouvoir faire des parallèles avec d'autres choses. C'est pas parce que c'est pas original ou quoi que ce soit, hein. Bien sûr que non, c'est pour le coup un des trucs les plus originaux que j'ai pu lire récemment, autant dans son développement que dans son récit, que dans ses personnages, que dans la manière dont tout ça est présenté, dans le lore et tout ça. Mais vraiment j'ai beaucoup apprécié pouvoir me dire tiens, si jamais un jour j'en parle et j'en fais une vidéo ou j'en fais un podcast avec quelqu'un, je pourrais pointer vers si t'as aimé tel aspect, tu peux partir sur telles œuvres. Moi, j'aime beaucoup pouvoir faire des parallèles comme ça. On est très preneurs de ça. Vas-y, lance. Alors, j'ai envie juste de dire que, et je te laisserai après faire les parallèles, parce qu'on va name dropper les trucs sur lesquels ils s'inspirent. C'est de l'évidence pour ceux qui sont très calés SF, mais on va aussi apporter un peu de pédagogie, mais c'est fait avec respect. Tu vois, c'est pas juste, tu sais, il y a des films ou des séries, tu as l'impression qu'il te met un bon gros coup de coude dans les côtes en disant, t'as vu, hein, j'ai parlé de ça, hein, c'est super, hein, t'aimes ça. On n'est pas sur un easter egg là. Voilà. Non, il part du principe en fait d'une base, d'une théorie qui se dit cette théorie-là, elle a été mise par un certain auteur, je vais te laisser en parler, et il se dit voilà, c'est ça la règle, et du coup il l'applique dans son monde. Et alors Tezuka le faisait déjà parce que c'est Tezuka qui s'est inspiré de cette histoire aussi un peu de la loi robotique et compagnie, mais je trouve que la couche Urasawa, elle est juste, ça reste très enfantin, Tezuka. Elle est juste incroyable. C'est enfantin, mais il y a quand même des sujets assez durs, mine de rien, pour du enfantin. C'est le dessin qui fait enfantin, mais il y a des sujets assez sérieux quand même, mine de rien, dans Astro Boy. Oui, mais j'en parlerai dans les mangas du grenier. Ouais, voilà, mais j'ai peur de comment tu vas en parler, toi. J'ai pas confiance en toi, là. Je sais pas pourquoi tu vas nous vendre du Tezuka comme ça n'est pas du Tezuka, quoi. Alors vas-y, Naomi, ça va être intéressant qu'on fasse un peu le parallèle par rapport à tout ça. Va un peu plus au bout de ta pensée, j'ai envie de dire. Déjà, c'est compliqué de pas parler de robotique sans parler de Campbell et Asimov, hein, voilà, on va name dropper les créateurs de la loi de la robotique que je pense tout le monde connaît, hein. Alors Campbell, je ne connais pas. C'est avec lui qu'a écrit qu'Asimov a écrit les lois des robots. C'est les deux qui l'ont écrit ensemble. Campbell, c'est celui qui avait Amazing Stories, le magazine dans lequel Asimov et tant d'autres ont commencé à écrire. Ok. Voilà. Et du coup, la parenté est aux deux. On dit Asimov par défaut parce que c'était lui l'écrivain notamment de iRobot, mais c'est tous les deux qui ont théorisé cette loi des robots qui est toujours adaptée aujourd'hui dans la robotique et dans la recherche, parce que avec beaucoup de changements, hein, parce que bien sûr même Asimov est allé plus loin que ces trois lois de base, hein, même en créant la loi 0 par exemple. Voilà, les trois lois de base, c'est un robot ne peut pas faire de mal à un être humain, il ne peut pas faire de mal à un autre robot, et il ne doit pas faire de mal, il doit se faire de mal à lui-même, ça ne fait pas de mal à un robot ou à un autre être humain. Je pense que tout le monde a vu le film merdique qui était iRobot, mais du coup tout le monde connaît la robotique grâce à ça, donc difficile de pas... Oh là 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 là, oh là 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 là, je m'en vais tout de suite. Non, c'est pas un mauvais film, c'est un mauvais Asimov.
Voilà. C'est un bon C'est divertissement. une mauvaise adaptation une très mauvaise d'Asimov. adaptation. Voilà. Ok. iRobot est très très fun à lire aussi d'ailleurs, c'est des petites mini-histoires. Ça fait 50 pages. Ça s'appelle iRobot aussi Oui. en livre. Tout à fait. Ok. Alors la nouvelle D'accord. édition, oui, à l'époque ça s'appelait Moi le robot, c'était absolument dégueulasse. Maintenant c'est bien iRobot en français également. Voilà. Et ça se lit Ok. très bien. En fait, c'est une suite de petites histoires. Ça se lit extrêmement pour commencer le cycle des robots d'Asimov. C'est hyper drôle. En plus, c'est des. Ah ok. c'est Il y a un deux- lien avec le cycle des robots d'Asimov Oui. du coup, iRobot. Ok. En fait, moi je le dirais de le lire avant. Ça a été écrit après mémoire, mais moi je pense qu'il faut le lire avant. C'est plus simple. Ouais, ça s'insère dans le même univers. Ouais, Ok. c'est un excellent moyen de se lancer dans Asimov si vous n'avez pas envie de vous lancer dans Fondation parce que c'est 7 bouquins et que ça peut être un petit peu relou. Ouais, c'est j'ai un essayé, excellent j'ai moyen de- décroché. C'est dur, Ouais, la ça peut être Fondation, un peu pareil. compliqué. Et puis je crois que la traduction française aide pas forcément trop non plus, on va pas se le Ouais. cacher. Mais iRobot, pour le coup, ça se lit très très bien. Puis voilà, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est compliqué de parler de robotique sans parler d'Asimov parce que surtout là, quand Oui. on te cite la règle littéralement dans le texte, Oui, voilà, complètement. c'est très très bien foutu parce que du coup, ça te ramène à plusieurs petites histoires de iRobot. iRobot, comme je disais, c'est en fait plein de petites nouvelles avec deux ingénieurs qui doivent en fait comprendre pourquoi est-ce que les robots ne fonctionnent pas selon les 3 lois. Et du coup, en fait, tu te rends compte que les 3 lois, elles sont pas suffisantes parce que elles encapsulent pas tout. En fait, il peut y avoir des malfonctions, Les cas il de peut y avoir figure, des ouais. mauvaises compréhensions, Ouais. voilà. Et du coup, en fait, Il fait déjà une critique de sa loi en fait dans exactement. son livre. En fait, quoi. par exemple, il y a un robot qui ment parce qu'il veut pas faire du mal aux humains. Mais du coup, ça leur fait du mal de mentir aussi. Et du coup, il se retrouve comme un con à pas comprendre parce que du coup, il a menti C'est pour pas faire de mal. En fait, il fait du mal quand même en mentant. Et du coup, le robot le met dans le bon. c'est impressionnant parce que c'est Voilà. clairement, c'est pas dit littéralement comme ça dans Pluto, mais Mais on retrouve cette c'est ça, thématique-là. quoi. C'est cette Ok. thématique-là. Et C'est bon. pour le coup, voilà, c'est Asimov, il a fait lui-même une critique de ces lois en disant, faire des lois arbitraires pour des machines, c'est bien, mais les machines, c'est pas nous. Donc les machines, elles peuvent mal comprendre. Déjà qu'un humain, ça comprend pas forcément très bien quand tu lui parles que t'as la même langue, que t'as la même culture, alors un robot, c'est chaud sa mère. Voilà. Et du coup, t'as ce dire-là, donc avec les deux ingénieurs et puis avec Suzanne, du coup, qui est la première en fait de la psycho-robotique, il me semble que c'est en français. Donc voilà, elle, c'est la maman d'une nouvelle science qui est du coup la psychologie appliquée aux robots, qui est du coup comment ces 3 lois peuvent poser problème dans la vie de tous les jours. Comment ces 3 lois peuvent mettre en danger, pourquoi pas aussi des êtres humains. Ce qu'on voit dans le film d'ailleurs iRobot, où au début le robot fait le choix de sauver Will Smith parce que c'est un policier qui du coup techniquement a plus de valeur entre guillemets qu'une petite fille c'est le dilemme en fait des robots, parce que la petite fille elle a pas encore entre guillemets prouvé sa valeur, alors que Will Smith il sauve des gens, c'est un policier, il est cool, voilà. Le libre arbitre est quelque chose qui revient énormément. Voilà, et du coup c'est hyper important pour ça. Donc fatalement, voilà, on parle forcément de ça, de l'œuvre d'Asimov, parce que voilà, encore qu'aujourd'hui c'est un de ceux qui a le plus travaillé sur le sujet, mais c'est pas le seul. Un parallèle qui était un peu moins évident aussi, mais qui m'a fait beaucoup penser, c'est l'univers de la culture de Iain M. Banks, que je cite extrêmement souvent aussi, parce que c'est un peu le papa du space opéra, notamment un série qui s'appelle Excession, je crois, du coup, en français. Dans son univers, en fait, pour vous expliquer, c'est un espèce de méga culture galactique. Et dedans, il y a des méga vaisseaux, dont je ne saurais pas la traduction, parce que pour le coup, je ne les ai jamais lus en français, mais qui en fait qui s'appellent des esprits, des minds en anglais, et qui en fait ont leur propre volonté, leur propre savoir et tout ça. Et du coup, ils contrôlent un petit peu plus ou moins la culture. Et du coup, dans Excession, c'est des groupes de vaisseaux qui se foutent un petit peu sur la gueule avec du coup les aliens et les humanoïdes du coup qui sont un petit peu au milieu en mode qu'est-ce qu'on fait du coup, parce que ces méga vaisseaux essayent de nous contrôler un petit peu aussi. Du coup, ça fait un petit peu penser à ça aussi, où quand tu donnes une intelligence artificielle à un objet qui est beaucoup plus puissant que toi, par définition, parce qu'un robot, là, on t'explique avec Montblanc, qui est méga puissant, mais qu'est-ce qui se passe quand finalement des choses qui sont tellement intelligentes, qui ont une intelligence tellement vaste, en fait, qu'est-ce qui se passe du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais ils décident de dire tiens, les êtres biologiques, là, en fait, je m'en bats la race. Voilà, et du coup ça pose vachement ces questions-là. C'est quelque chose qui revient très souvent dans l'œuvre de Banks et qui est vraiment très intéressant, parce que ça te fait poser plein de questions en fait sur l'autre aussi. La question de l'autre qui est méga présente dans Pluto, qui est vraiment une question absolument centrale de la science-fiction, que ce soit depuis les débuts avec Frankenstein jusqu'à maintenant la dernière saison de Star Trek. Enfin voilà, c'est une question qui est tellement
qui est inhérente à la science-fiction. La science-fiction ne sert à rien sans il y a moi, il y a l'autre et comment je peux vivre ma vie avec. Et puis, pour le côté un petit peu plus science-fiction thriller, vous me dites si je vous saoule et si je parle trop. Hein, Non, mais on t'écoute. On voit tes paroles. C'est ultra intéressant. Ça fait plaisir. Pour moi, j'ai vu un parallèle, alors pour le coup, qui je pense n'était pas voulu, mais qui pour moi était évident, parce que pareil, j'en parle tout le temps de ça, c'est Altered Carbon, carbone modifié. Oui. Ouais, il y a la série Netflix. Il y a la première saison qui est qui est plutôt bien foutue. Tu fais référence à l'histoire de la carte, enfin l'espèce de carte la puce. Alors, pas seulement ça, mais aussi le fait que ce soit... du coup, en fait, moi, j'ai beaucoup lu le parallèle entre Gesicht et Takeshi Kovacs. En fait, c'est Takeshi, pour la petite histoire, dans le livre et dans la série. C'est un grand... il est pas assassin, mais en gros c'est ça. inspecteur, En fait, c'est comme un ça. Envoy, c'est un mec, en fait, c'est un militaire qui est génétiquement modifié pour être extrêmement puissant et pour buter très rapidement des colons et des dissidents qui veulent pas rentrer dans le délire on va dire de l'Empire. C'est pas ça, quoi. Enfin, du protectorat, voilà, je cherchais le mot, c'est le protectorat, et qui du coup il est envoyé sur Terre après une peine de prison pour résoudre le suicide d'un très très riche qui est persuadé, en fait, dans le monde, en fait, ils peuvent se cloner, ils ont des puces, ils peuvent changer de corps, etc. L'immortalité, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, ce mec-là est persuadé de ne pas s'être suicidé parce qu'il n'a aucune raison qu'il se suicide. Et du coup, il doit enquêter sur ça. Et même si les parallèles n'est pas forcément évident, en dehors de l'aspect enquête, je trouve que le parallèle entre Gesicht et Takeshi est assez cool. Parce que du coup, tu as littéralement ce mec puissant-là, ce robot / ce militaire entraîné, qui doit traquer potentiellement un des siens. Parce que voilà, le coup du militaire, en fait, il est tellement, enfin du milliardaire qui se suicide, il est tellement entouré, il y a tellement de la sécurité partout que c'est potentiellement forcément un envoy, donc quelqu'un à qui il s'est entraîné, potentiellement de ses frères d'armes, qui l'a buté. Et du coup, ce côté, je dois chercher un des miens, et je dois penser comme un des miens, je dois potentiellement me mettre en tête que quelqu'un qui a partagé des horreurs, les horreurs de la guerre, les horreurs de machin avec moi, c'est potentiellement quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez de répréhensible, quoi. Et je trouve que le parallèle il est hyper intéressant. Ouais, mais c'est vrai, hein, clairement dans le manga, vous l'apprendrez assez vite, ils ont un passé, tous ces robots, un passé militaire, un passé de guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et tu en parles, et je trouve que c'est une des thématiques qui revient assez souvent, c'est le côté robot avec ce côté d'immortalité, parce qu'ils seront toujours là, et le côté très... j'arrive pas à trouver le mot, mais l'humain est beaucoup plus faible, et entre guillemets, aidez-moi avec le terme, je ne trouve plus, mais il y a un côté très... éphémère de l'humain par rapport au robot. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, si on commence, entre guillemets, à toucher du doigt aussi l'IA un peu plus développée qui va aller chercher dans le côté émotion, je reste vraiment vaguement ici sans rentrer dans le détail, on se dit, bon, bah, l'être humain, il sert à quoi, en fait, dans cette histoire ? Et c'est ça qui est intéressant, et je comprends ton parallèle, du coup, par rapport à ça. Mais je pense qu'à mon avis, la ref, toi tu la vois, puisqu'en fait derrière, tu lis énormément de ce truc-là. Je sais pas si Urasawa... Elle était clairement pas voulue. Je pense que moi, ça m'a intéressé parce que du coup, j'y ai vu beaucoup de parallèles, mais finalement, l'histoire en soi n'a rien à voir. Mais c'est intéressant parce que c'est la confrontation avec la mortalité. Il y a un schéma qui se répète. La mortalité, voilà. C'est ça. Je cherchais, la confrontation avec le fait de se dire, ah putain, en fait non, la mort existe encore. En fait, comme les deux œuvres abordent l'idée de la mortalité et ou de l'immortalité, en fait, de manière assez frontale, j'y ai vu un parallèle parce que c'est, en fait, encore une fois, c'est méga rare en fiction d'avoir ce genre de choses. Même sur des livres où on parle de clonage, comme par exemple, je sais pas moi, Le vieil homme et la guerre, par exemple, de John Scalzi, sur lequel j'ai fait une vidéo récemment, ou même, tu sais, pourquoi pas, on a parlé tout à l'heure, Avatar, qui parle aussi finalement de ce passage à l'immortalité là, finalement le fait de devenir avatar, même s'ils meurent, les avatars à un moment donné, mais pour Jake, ça a été une nouvelle naissance finalement, ça lui a donné une nouvelle vie. C'est quelque chose qui est hyper rare en fait, au final, ce vrai toucher de passage entre te rendre compte de ta propre éphémérité, quand tu es censé être tout puissant. Mais c'est ça, quand tu es censé ne pas avoir de fin, et en fait tu te rends compte que si, encore une fois, Iain M. Banks en a touché un mot dans son œuvre en parlant d'enfer artificiel par exemple, quand des gens ont tellement fait de choses mauvaises
que en fait une peine de prison ne suffit pas, tu les fous dans un espèce de purgatorium artificiel pour l'éternité. Ça me rappelle un personnage qu'on Voilà. voit dans l'œuvre, Voilà. qui a une forme de peine un peu incompressible, on n'en dit pas plus, mais ça me fait clairement rappel. Ça Pour ceux fait, qui ont lu le Dans le manga, vous Bro. voyez... C'est Voilà, ça. exactement. Voilà. Pour ceux qui ont lu le manga, vous voyez très bien la référence de Noémie, mais Tout pour à les fait. autres, ça vous déflore rien parce qu'en fait, on vous dit rien, mais voilà, c'est un peu le truc. Et il y a une dernière un peu référence qu'on peut donner aussi, mais qui est peut-être une des plus évidentes avec Asimov. C'est justement les moutons électriques. Je ne sais plus comment c'est le titre en français, mais tu vas nous aider. Tout à fait. Alors moi, pour vous, j'avais une deuxième référence qui était beaucoup moins évidente. Suivant, on peut la bazarder tout de suite, comme ça, c'était fait. Moi, j'ai vu aussi pas mal de parallèles avec l'Hyperion de Dan Simmons aussi. Dans le côté chaque pèlerin, parce que dans Hyperion, en fait, c'est plusieurs pèlerins, en fait, plusieurs personnes qui viennent de mondes très différents, qui vont ensemble chercher le Shrike. Alors c'est un nom absolument dégueulasse en français, dont j'ai supprimé le truc de mon... Voilà, j'ai supprimé de ma mémoire. Le Gritch, je crois, c'est en français. Donc c'est un espèce de gros alien plein de pics, en fait, qui tue des gens en les torturant pour l'éternité aussi. Et en fait, c'est chaque pèlerin, en fait, chaque chapitre est l'histoire du pèlerin et pourquoi est-ce qu'il fait ce pèlerinage. C'est Hellraiser, en fait, non ? De quoi ? Ah, c'est un peu le même système. C'est Hellraiser, en fait, le mec avec des pics qui torture les gens pour l'éternité. C'est un peu le même principe, mais pas vraiment. C'est un peu le même principe, pas vraiment. Ça, pour le coup, c'est plutôt... le vaisseau avec le mec qui est dans Jurassic Park. Event Horizon. Oui, voilà, merci. C'est toi qui me fais parler à mes propres références. Jeff Goldblum, c'est ça ? Non, pas James, non, c'est Sam Neill. Sam Neill, voilà, c'est ça. Ah, c'est l'autre ? Ouais. Ok. L'autre. Sam Neill et Laurence Fishburne. On parlait de Laurence Matrix. Fishburne, tout à fait. Son premier La boucle film, est bouclée. grand succès. Oh là là. Enfin, grand succès. Du grand réalisateur qui est Paul W.S. Anderson, Son grand seul bon réalisateur film, hein, qui a fait les Resident Evil, Monster Hunter, des grands films, n'est-ce pas ? Tout à fait, Oui. tout à fait. Et bref, du coup, voilà, dans ce bouquin, en fait, chaque pèlerin raconte un petit peu son passé, et en fait, tu découvres pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils viennent faire ce pèlerinage, et pourquoi est-ce que cet univers-là est construit de ce sens-là. Et du coup, avec plutôt, je trouve que le parallèle est quand même assez évident. Il y a beaucoup de ça, ouais. T'as vraiment beaucoup de ça, à essayer de découvrir pourquoi est-ce que Gessich était comme ça, pourquoi est-ce que les autres robots, pourquoi est-ce que Montblanc, On a l'histoire de chaque robot et tout. C'est ça, sachant qu'il y en a aussi un dès le début d'Hyperion qui disparaît, et que tu sais pas pourquoi il disparaît. Donc là, c'est le parallèle avec Montblanc. Bon, bah là, on sait, il meurt. En l'occurrence, dans Hyperion, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais du coup, tu as aussi ce côté découverte de l'autre et de pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation-là, à ce moment-là, avec ce pèlerinage finalement vers la mort et vers l'éternité aussi. Parce qu'en fait, le Shrike traverse le temps, traverse les éléments, traverse machin. Il serait potentiellement envoyé du futur. Enfin, tout ces délires-là aussi de t'as cette menace-là qui est plutôt... Enfin, qui est le Shrike et te dire, mais en fait... ce truc-là nous transcende et t'apporte la terreur, la détestation, la mort, l'Armageddon, l'apocalypse, tout ce que tu veux. Et c'est assez évident. Et du coup, pour la référence qui, bien sûr, est celle qui est la plus évidente, donc, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Voilà, Blade Runner pour faire plus simple. Blade Runner pour plus simple. Parce que voilà, tout le monde connaît plutôt le film plus que le bouquin. De toute façon, les deux n'ont au final pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais voilà, l'œuvre de Kadik et l'œuvre après plus tard de Scott, quand ils ont encore des bons films, et bien sûr a clairement marqué l'auteur. C'est assez évident de la question de qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te rend début, humain. on voit Gessich rêver. Donc, c'est ça. On ne sait pas que c'est un robot, mais on sait sait pas encore qu'après, que c'est un robot. Et après, quand tu parallèle. penses, tu fais un robot peut donc rêver, un robot peut avoir des cauchemars, un robot peut avoir des névroses, presque. Ouais. Ça fait un gros parallèle avec Descartes, du coup, qui est un répliquant, bien sûr. Répliquant, ouais. Quoi ? N'est-ce pas ? Attends, il en est c'est encore en débat. Moi, pour moi, c'en est un. Ah ben, pour moi, c'en est Alors, un on le dit, on a spoilé Blade Runner pour ceux qui n'ont pas vu Blade Runner. Mais il est sorti en 82, le film, mettez-vous à la page, les mecs, il a 40 ans, le bordel. Voilà. Bon, on parle du personnage d'Harrison Ford, qui n'est pas dit littéralement dans le film que c'est un robot ou un androïde. Mais pour le coup, dans le bouquin, oui. Pour moi, c'en est un. Puis, de toute façon, dans le bouquin, c'en est un. J'ai pas lu le bouquin, mais... Ok, donc Mais dans le 2049, c'est pas expliqué ? J'ai pas vu.
Oh, je l'ai vu à sa sortie. Ok. Je l'ai pas vu. En plus, j'ai prévu de faire une vidéo dessus. Oh. Non, Bah, c'est tu pas vas le expliqué revoir. non plus, mais moi. Je vais le revoir, oui. Oui, Mais on sait que par contre, le personnage de Ryan Gosling, c'est un répliquant. Ça, Oui. on est d'accord. Mais on t'explique pas. Enfin, on te dit Mais pas. comme, ouais. Ah, comme pour le premier Blade Runner au final, quoi. Après, Ouais. au final, c'est très Villeneuve, ça de dire tiens, il se passe un truc et puis tu te démerdes avec, avec ce qui se passe. J'adore Bah Villeneuve, oui. hein. J'adore mais c'est Villeneuve. chaud. Mais il te Moi, je me balance en souviendrai général, toujours d'un de ces films qui était, tu sais, où je retrouve plus le titre, mais vous allez pouvoir m'aider. On fait un petit aparté, on digresse, hein, désolé, mais comme tu parles de Villeneuve, moi, ça me pense à un film où je l'ai vu, je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir où tu sais, l'acteur voit son double dans un film. Et il se dit, purée, j'ai tourné dans un C'est film. pas dans Sicario Et Non, c'est pas ça. non, c'est pas Sicario. Celui-là. Ah, j'ai pas retrouvé le film. Mais oui, Les je vois, auditeurs oui, vont c'est peut-être- effectivement, tu vois le truc et puis tu te demandes. Et c'est avec Jake Gyllenhaal, c'est l'acteur Jake Gyllenhaal. Prisoners. Non, alors ça, non, Prisoners. Prisoners, c'est pas Denis Villeneuve. Du coup, tu me mets le doute là. Si, Le- c'est le- Denis Villeneuve. Bah, Prisoners. Alors, Prisoner, oui, c'est Denis Villeneuve, mais le film auquel je pense avec Parce que Jake il Gyllenhaal. est aussi dedans, Jake Gyllenhaal, du coup, je suis perdue. Oui, alors attends, je vais retrouver. On ne sait pas si on comprend. Ou tu parles du bail du train là Non, où il est en dans fait, un train. le topo, c'est comment dire, donc c'est un personnage. Non, le oui, train, c'est Source Code. Là, c'est Ennemi. Source le film. Code, voilà. Ennemi. Ennemi Voilà. de Denis Ah oui, Villeneuve, où Ennemi. c'est un professeur qui découvre en fait qu'il a en fait un sosie Ah oui, qui oui, joue oui, oui. qui joue dans un film et il commence à enquêter là-dessus et ça le fait sombrer petit à petit dans la folie et ça se termine, je dis pas là comment ça se termine, mais ça se termine sur une fin. Tu te dis mais quoi? Et il répond pas. Et c'est à toi de te débrouiller avec ça, il te laisse comme ça et démerde-toi quoi. Et j'ai été obligé de chercher des explications parce que je dis mais j'ai pas compris de où il veut m'emmener. Et voilà, Ce film bref. avait pas mal mindfuck les gens, mais après moi je suis Ah, très ben, moi, pour, il y je a suis très beaucoup. pour les fins ouvertes. J'aime beaucoup le. Ah non, C'est pas- hyper c'est trop couillu ouvert. d'avoir des fins ouvertes. Par exemple, tu Oui, vois, c'est j'adore la couillu. fin de The Expanse parce que voilà, le dernier bouquin il te présente tout, t'es là. Ok, cool, bah, j'ai pas ma fin, cool, très bien. Enfin voilà, mes bouquins préférés, c'est c'est les horrible. bouquins avec des fins Moi, je la ouvertes où il te comprends balance pas. un truc, puis t'es là, bon, fort bien. Moi je l'ai pas compris. C'est J'ai horrible. pas tout compris, mais j'adore. Voilà, j'aime bien. Comme je disais, l'ASF, j'aime bien. C'est un genre où tu te prends une énorme crise existentielle, tu fais cool. Ah bah c'est clairement ça pour tisane. revenir sur. C'est clairement ça avec l'œuvre donc de Ah Urbaza bah, Tezuka. C'est avec, clairement pour se plutôt, remettre en question. Ouais. Et Et c'est. puis en fait, et ça te pose vachement de questions quand même, parce que c'est hyper actuel, comme tu disais tout à l'heure, Val, sur le côté comment est-ce qu'on va l'IA. considérer l'IA très rapidement, parce que je sais pas si. Enfin, j'essaie de me remettre un petit peu en question, des fois, de me dire. Moi à l'époque, je veux dire, j'ai 27 ans pour ceux qui me connaissent pas. C'est Moi à vieux. mon époque, ouais, c'est pour ça ça a augmenté très vite le fait que j'avais un téléphone à clapet avec un truc prépayé tous les mois. J'avais des cassettes. On enregistrait connu les encore cassettes Attendez. Bien sûr, j'ai connu les cassettes. Vous avez connu les cassettes vidéo? Ah, Mais putain. bien sûr. Putain. J'avais un Minitel. T'abuses, toi. Bah quoi, attendez, je vous rappelle Ah quand même ouais qu'à l'épisode sur The Fab, vous m'avez traité de vieux. Hein. Donc je tiens à le préciser. J'étais pas Donc présente. Mec, Voilà. J'aurais jamais osé. Quand même. On est Mais plus proche de voilà, la tu sais, trentaine c'est- que de la vingtaine, hein, donc. qu'est-ce que je dois dire? Mais tu vois, rien. tu te dis, mais en fait, ça évolue méga vite. Où là, on est face à des IA qui piquent le travail des autres pour faire de l'art. On a des IA qui t'écrivent des essais universitaires, alors pas très très bien, certes, mais qui le font quand même. On se rend pas forcément compte à quel point c'est exponentiel, en fait, ce genre de technologie-là. Ouais. Où on C'est est passé dangereux. d'un téléphone à clapper, où t'envoies un SMS, tu t'avais genre 15 caractères, et t'écrivais en merde, comment ça s'appelait, en En T9. langage SMS, En ouais. T9. En Et T9. t'écris en langage SMS pour payer moins cher, et tu passes à genre avoir un iPhone ou un Samsung ou un Windows Phone, peu importe ce que vous avez, avec littéralement Ça, c'est les bien. connaissances du monde dans un tout petit truc qui pèse 500 grammes. Où C'est là, ta vie, vraiment, en fait, hein. j'enregistre ma vidéo Mm. dessus, tu vois, enfin, j'enregistre le son dessus, t'as toute ta vie dessus, t'as ta carte vitale, t'as ta carte bleue, t'as tout dessus. On se rend pas compte à quel point c'est rapide, exponentiel, et à quel point ça va vite. L'IA, là, ça nous paraît genre, ah, c'est Terminator, c'est machin, c'est rigolo, c'est demain. C'est Ouais, littéralement demain. Alors, on n'aura peut-être pas mais si on demain fait des robots comme Gesicht, mais on aura demain peut-être des trucs. Enfin, on a un robot qui nettoie chez toi, qui a fait la map de ton appart pour passer l'aspirateur. Je sais pas à quel point c'est ouf. C'est pas le Rocinante, bien sûr. mais c'est ouf. Genre, c'est dingue. Mais c'est vrai que si, Non, mais c'est- si on fait un parallèle avec Pluto, c'est littéralement quand Gesicht amène la puce donc à la veuve, bah, littéralement toute la vie du robot, C'est ça. toute la mémoire du robot est dans une puce. C'est très on Black est- Mirror.
Ouais, on n'est C'est pas Ah oui, il y a l'épisode des l'épisode grosses où vibes Black où il Mirror. ramène, où elle crée son mari avec Oh là là, quelle avec horreur. le chat là, et puis du coup elle refait un robot avec lui, elle est confuse et tout. Oh là C'est là. ça quoi. On te ramène, Ah oui. tu utilises ta traçabilité internet pour revivre. C'est assez dystopique au final. Alors pour Ah, le coup, clairement. le monde de Pluto est quand même vachement plutôt uchronique, je trouve, parce Oui, que mis à part là, complètement. on parle pas forcément de taux de criminalité, on te dit pas forcément, enfin il y a la police, il y a encore des gens comme Interpol qui existent, donc c'est ça doit exister, mais ça va pas être un monde particulièrement pollué par exemple, où il y a l'air d'avoir un capitalisme exacerbé. Ça va être un monde qui a l'air d'être quand Il même y a une plutôt, dimension écolo quand même. il y a une forte Une dimension écolo écologique. par le biais de l'humain en fait. Oui, L'humain voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est pas creusé C'est non pas plus à 100%. hyper clair, mais Ouais. ça a pas l'air non plus d'être un monde. Enfin, tu vois, là ils sont à Düsseldorf, c'est une grosse ville, t'as certes plein de tours et tout ça, mais ça a pas l'air d'être méga pollué, les gens ont pas l'air de se C'est plaindre, pas les gens ont pas de crasseux, masque. ouais. Tu sais, les gens, il y a pas l'air d'avoir d'effet de gaz, ça a l'air d'être plutôt clean, tu vois. Et pareil, avoir Oui, oui, un clairement. monde où t'as le côté un peu robotique. En général, quand c'est la robotique et que c'est un peu par définition du cyberpunk, du coup, c'est quand même plutôt des mondes ultra capitalistes avec, tu sais, des néons, de la fumée, machin, tout ça. Les gens ont des masques à gaz, limite. On est plus proche, effectivement, d'un côté un peu plus Blade Runner ou Neuromancer ou ce genre d'œuvre comme ça. Ou merde, comment il s'appelle le bouquin de merde là, que Spielberg a adapté Hot. Ready Player One. Voilà. Ready Ready Player One. Player One. On est plus proche de ce genre de monde un petit peu dystopique, un petit peu crade, Le un petit cinquième peu élément. bof, ou le cinquième élément, que de monde où tu dis, ouais, tiens, il y a l'air d'avoir des parcs encore, ça a l'air sympa, les gens ont pas l'air de trop se foutre sur la gueule, il y a pas l'air d'avoir d'empire capitaliste qui te veut tes sous, ça a l'air d'être plutôt clean, quoi. Et pareil, ça c'est Ouais. c'est Ouais. hyper intéressant comme lore parce que c'est méga rare d'avoir un côté hyper technologique avec les robots qui sont intégrés dans la vie comme si c'était toi, moi ou des autres, enfin voilà quoi. Et le côté hyper. Bon, la vie a pas l'air d'avoir tant changé que ça au final pour le commun des mortels, Ouais. quoi. Ce que je trouve intéressant, moi, dans Pluto, c'est qu'il y a un côté non manichéen. Tu vois, j'en dirais pas beaucoup plus parce qu'après, ça serait rentrer trop dans le cœur du manga. Mais voilà, il n'y a pas les gentils contre les méchants, quoi, pour traduire ce que veut dire manichéen. Bonjour, monsieur Larousse. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça. T'as pas l'air d'accord, Val? Donne-moi ton avis. Je suis pas tant d'accord que ça, quand même. D'accord. Ok. Alors, non, mais en fait, il y a en effet un côté manichéen qui est très caché, mais il y est quand même, je trouve. Parce qu'il y a quand même cet aspect de... Bien tu contre vois, le mal. enfin, Je suis d'accord avec toi. Ouais, ce que Oui. j'expliquais, les États-Unis de Persique contre contre l'Union romaine ou je sais pas trop quoi. Enfin, je me souviens plus les termes dans le manga. Et on te fait comprendre qu'il y en a un qui a attaqué l'autre, qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. On te fait comprendre qu'en gros l'Europe c'est assez chill et que les autres sont un Ouais, peu mais virulents. pour autant, tu vois, dans l'œuvre, il apporte pas mal de justifications aux actions de chacun et ça nuance quand même pas mal le délire. C'est Je pour suis ça d'accord, que- mais on t'explique qu'il y a eu une guerre mondiale quand même. On t'explique qu'il y Complètement, a, non, mais il y a eu un bien sûr. gagnant et mais un il prend perdant. pas parti. Donc, Il dit pas qu'il y a un méchant et un gentil. Tu vois, c'est dans le manga. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'est nuancé. C'est pour ça que c'est très manichéen. Et ce que je trouve qui est assez fort, et pour les puristes d'Astro Boy, vous allez vraiment retrouver tous les personnages d'Astro Boy. Ils sont tous là, réadaptés à la sauce Urasawa, mais ils sont tous là. C'est-à-dire que ça va du professeur Tenma jusqu'à Uran. Enfin, il y a vraiment tous ces personnages sont là, mais avec une vision beaucoup plus moderne et avec la couche, comme je disais tout à l'heure, d'Urasawa. Avant de vous demander votre avis sur le dessin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous levez la main, les auditeurs ne le voient pas, mais vas-y Val, Oui. t'es le premier. Désolé Oui, Noémie. parce que Ah non, justement, mais t'as pour ça, parlé je te montrais qu'il levait, je t'indique. Ah d'accord, pardon. T'as parlé de Tenma, et alors pour la petite histoire et tout, moi quand j'ai commencé à lire, alors j'avais commencé à lire Monster, mais comme c'est très lourd, j'ai pas terminé. Et oui, Mais le personnage principal de Monster s'appelle Tenma aussi, et il est exactement. Docteur. il est chirurgien, neurochirurgien, Oui. neurochirurgien réputé. Et là ici le personnage du docteur Tenma qui est, est-ce qu'on peut le dire, Tu peux le dire, c'est connu. Ah non, Ouais, mais c'est connu. c'est de le toute façon, créateur c'est pas un spoil, hein. d'Astro Boy. Ouais. Oui. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, je me souviens que je t'avais demandé par message, Seb, est-ce que c'est Urasawa qui s'est fait une autoref ou est-ce que vraiment dans Astro Boy il y a s'appelait aussi Tenma? Ouais, tout à fait.
Mais je trouve ça hyper intéressant du coup qu'il ait utilisé le nom Tenma aussi dans Monster. Ça voilà. montre en fait que Urasawa est un fan de la première heure de l'œuvre de Tezuka, qu'il a vraiment fait ça avec énormément de respect. La preuve, on le voit Ouais. sur le manga. Il l'a fait avec les héritiers de Tezuka. Donc, c'est le superviseur, c'est Makoto Tezuka, mais je crois que c'est le fils de Tezuka, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais. en tout cas, tout ça a été mis en fait en chantier. Ils ont proposé le concept de l'histoire, tout ça pour derrière faire ça avec bienveillance et respect de l'œuvre originelle Ça, c'est d'Osamu vraiment chouette Tezuka. quand les auteurs arrivent à faire ce genre de choses. Et Hein. c'est C'est incroyable parce que, génial. et clairement, j'ai envie de vous dire si. Alors, aujourd'hui, Astro Boy a pris un petit coup de vieux parce que ça fait penser un peu au format strip, c'est-à-dire que c'est des petites histoires qui sont conclues Beaucoup de souvent vieux. en un chapitre. Mais par contre, si vous devez lire un seul truc, lisez l'arc plutôt, parce qu'il est juste incroyable. Il s'étend sur un tome, de mémoire, je crois que c'est le tome 5 dans l'édition, je crois que c'est Glénat qui édite ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est incroyable parce que c'est à la fois très similaire, parce qu'en fait, il y a plus ou moins la même histoire, enfin le même plot, le même sujet, mais pour autant, c'est tellement différent. Donc en fait, les deux sont très complémentaires. Ça prouve vraiment que on parle d'une bonne et d'une mauvaise adaptation. Ben, Urasawa, il a hyper bien adapté l'œuvre de Tezuka en y mettant son style, sa patte et son dessin. C'est pour ça que volontairement je vais là-dessus pour rapidement parler un peu du dessin, mais c'est confortable parce qu'en fait, on a tout ce qu'on est habitué avec Urasawa depuis des années. Son style de dessin si atypique, enfin, atypique c'est peut-être pas le mot, mais reconnaissable. C'est vraiment la patte et sa patte. Et il arrive par le Ouais. dessin à nous faire passer les émotions. Et c'est ça que je trouve qui est incroyable avec cet auteur. Moi, Il y a plus aucun doute. Pour moi, c'est mon auteur préféré. Je pense au niveau du dessin, j'ai pas trouvé d'autres auteurs qui me font vivre par leur dessin des choses aussi fortes, quoi. Je crois vraiment au niveau de Urasawa. Donc c'est vraiment très très haut, quoi. Noémie, est-ce que tu veux donner... Noémie, J'étais en train de vas-y, réfléchir à comment je pouvais en parler parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, j'ai une connaissance du dessin et une appréciation très profane au final. Ouais, mais t'as lu des trucs comme Ghost in the Oui. Shell, t'as lu des trucs assez... Après, Et moi, même ton je- ressenti peut-être. Bah, en fait, tu vois, par j'ai rapport au assez truc. apprécié finalement parce que c'était un retour au manga après quelques années de pause. Et j'ai beaucoup apprécié la simplicité du dessin, c'est-à-dire que c'est pas surchargé. Les personnages ont des traits très reconnaissables très rapidement, notamment, enfin, je pense aussi au fait que il a essayé de montrer aussi les ethnicités de chacun. On voit que Gessicht est européen, enfin voilà, on voit un petit peu tout ça. Et j'ai apprécié le côté où j'ai pas à me prendre la tête de dire putain, ils ont tous la même gueule, c'est qui lui, enfin tu vois, ça peut être un truc où tu te dis genre, j'ai pas lu tout à l'heure, par exemple, j'ai lu tous les détectives Conan. J'étais une très grande fan des Ah, détectives Conan quand j'étais j'adore, gamine. trop bien. Et en fait, il y en a certains cas où ça m'a fait penser après coup où effectivement, des fois, ils avaient la même gueule. Enfin, tu sais, ils réutilisent plus ou moins le même sprite parce qu'à force, il a écrit 250 mangas. Enfin, à un moment donné, Ouais, il change juste les coupes de ouais, cheveux. voilà, tu prends un Playmobil, il fait poup, poup, tu vois, parce que à force, tu peux pas non Ouais. plus avoir une imagination débordante. T'as un style de dessin, quoi. Alors, Et, juste pour compléter ce que tu dis, Urasawa, il faut savoir que là, l'avantage, c'est que c'est une œuvre qui est complète en 8 tomes, donc tu ne Oui. te mélanges pas en fait entre les Tout à personnages, fait. mais il a quand même des styles de personnages que tu vas retrouver dans ses œuvres, Ah ouais. qu'il a l'habitude de dessiner, que ce soit dans Monster, 20th Century Boy, Billy Les hommes Bat, politiques, etc. ils ont tous la même gueule. Voilà, ils ont tous un peu les mêmes tronches, C'est ça. mais on s'en fiche parce qu'on se concentre toujours sur l'œuvre qu'on est en train de lire, et là, ça fait le taf, tu mélanges pas les persos. Vas-y, je te laisse continuer. Mais du coup, voilà, j'ai bien apprécié ce côté. Alors, quand je dis simple, c'est pas du tout une insulte, c'est pas pour dire le dessin est Non. simpliste ou quoi. Moi, quand je dis simple, c'est plutôt une bonne chose. C'est parce qu'au contraire, je trouvais que c'était assez facile de se mettre dedans. C'est facile de voir les environnements, c'est facile de voir qui tu suis, où tu es, à quel moment tu es. Même dans des scènes un petit peu plus, alors on va dire de baston, un petit peu plus rythmées, où ça peut être facile de perdre quelqu'un qui est pas averti sur les codes du genre. Et au contraire, je trouve que c'est hyper facile en fait de te mettre dedans. On a dit tout à l'heure que plutôt c'était vraiment quelque chose de cool à avoir dans sa mangathèque et d'avoir dans sa bibliothèque et tout ça. Et je trouve que c'est un manga qui est étonnamment, avec son approche, très facile à prendre en main. Même pour quelqu'un Oui. qui aime pas la science-fiction, qui aime pas le manga Ah, ou qui a pas vraiment les Ça codes du accompagne genre. En énormément fait. le lecteur. Et je trouve Ouais, que justement complètement. le dessin fait vraiment partie de ça, parce qu'au final t'as pas besoin d'avoir des codes du manga, de connaître les codes du dessin pour te mettre dedans, parce que c'est assez clair en fait. Et comme tu dis, t'as aussi les pages en couleur qui fait que tu peux remettre un petit peu les choses en perspective. C'est assez intéressant, je trouve, comme manière de faire, parce que ça parle un peu à tout le monde, je trouve.
Même si Mais je c'est- ne en le fait, foutrais pas que forcément dans les mains de quelqu'un de très jeune, mais je sais pas, voilà, alors quelqu'un non. quelqu'un de mon âge qui a envie de se mettre au manga, qui a pas forcément trop, C'est- qui suit pas trop les thrillers, qui a pas machin, mais qui a envie de Bah, s'y c'est mettre, je la pense que ça meilleure peut être porte une bonne d'entrée. manière. Hein. Exactement. Ouais, voilà. On a tendance à souvent name dropper Death Note en premier Mm. manga à découvrir. C'est souvent le manga qu'on dit ah tu devrais démarrer par ça, c'est une bonne porte d'entrée. Bah moi je trouve qu'en vrai, Urasawa, Bah oui. c'est peut-être dans ce Bah, c'est peut-être style-là, mieux parce que t'as pas le il y a côté Taniguchi fantaisiste qui, ouais c'est ça. Ouais. Il y a Taniguchi qui est un peu le plus européen des mangaka japonais, donc qui est souvent aussi celui qui est name droppé. Mais je trouve que Urasawa, et notamment avec Pluto et ses autres œuvres, c'est typiquement un super manga à mettre aux gens qui veulent découvrir l'univers manga. Ah ouais. Et qui se disent Moi, c'est je pas te- que je de te la serre la main, bagarre, Seb. c'est pas que du tap-tap, allez vas-y, le Oui. pouvoir de l'amitié et compagnie. Ouais, C'est complètement. des trucs Ouais. un peu. Il y a des trucs aussi adultes dans le manga, Ah, mais et puis voilà. Donc, non, mais très cool. ouais, franchement, enfin, moi, pour moi, le dessin, ça a vraiment fait partie de ça. Justement, ce côté presque. Enfin, tu sais, on a une vision parfois très cliché du manga avec, tu sais, les grands yeux je sais oui, pas, oui. voilà, Pokémon, ce Et genre là, de ça truc, l'est quoi. pas. Et là, ça l'est pas Mhm. du tout. T'as un côté vraiment plus proche de la BD, au final. Je trouve Complètement. dans la manière de présenter les choses beaucoup plus ancré dans la réalité, beaucoup plus réaliste. Alors ça veut pas dire que si c'est réaliste c'est bien, hein. Je suis la première à dire que des fois il faut un peu se lâcher et arrêter Oui. de vouloir à tout prix de la hard SF partout. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant justement ce côté-là, parce que du coup ça t'ancre vachement plus rapidement dans le récit pour quelqu'un qui est pas habitué au code Tout à du fait. genre. Ouais, tout à fait. Ça Complètement. accompagne le lecteur et je trouve que c'est une force du manga. Mm. Vous ne serez autant, comme tu disais tout à l'heure, et je pense qu'on va conclure là-dessus, pour comment dire, motiver les derniers récalcitrants, j'ai envie de dire, même si c'est pas trop dur à vous convaincre. Autant je peux trouver qu'une des points faibles de 20th Century Boys, c'est ce côté très capillotracté, surtout à la fin, où il enchaîne les surcouches des tiroirs, des intrigues à sous-tiroirs. C'est interminable. Ce qui fait qu'on est un peu paumé à la fin, surtout si on fait une pause entre les tomes. Je trouve que C'est très, plutôt très aujourd'hui, c'est déjà son 8 tomes, mais il accompagne le lecteur. Et même quand tu penses avoir oublié certains éléments, il a toujours le génie de te rappeler 2-3 trucs en disant ah oui, c'est vrai, c'était ça. Il te Il prend nous a un vraiment effet par la main flashback. de A à Z, ouais. Voilà, il te Mm. prend vraiment. Et ce qui fait que pour moi, c'est sa meilleure œuvre. On a le manga, l'Ultimate Manga Battle. Ça vous donne des pistes de peut-être là où il va se positionner, celui-là. Mais clairement, c'est pour moi un récit incontournable. Et je pense que vous êtes Ah oui. d'accord avec moi. Très grosse claque prise dans ma bouche. Très, très Totalement, forte. totalement. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. On a réussi à éviter de ne pas spoiler. Et encore une fois, merci à toi, Noémie, de nous avoir apporté pas mal de culture SF. Beaucoup. Je pense que c'est Ouais. très cool. Vraiment. Beaucoup de choses. Après, moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ta chaîne YouTube pour découvrir tout ce que tu as à nous proposer, parce que c'est hyper riche et il y a au final assez peu de choses mainstream, donc ça permet d'ouvrir un peu ses chakras au niveau SF, et ça, c'est très cool. On va conclure gentiment déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, et si tu peux déjà nous parler un peu de ta dernière vidéo qui va sortir, et puis après on va gentiment se dire au revoir, et puis voilà. Carrément. Bah, merci à vous surtout de m'avoir invité. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que ça fait quand même quelques temps que je suis votre podcast. C'était parmi les premiers à me suivre quand j'ai commencé à grandir en plus. Donc, ça fait vraiment plaisir de passer. Ça fait une jolie, cool. ça fait une jolie boucle. Je suis hyper contente plus de parler Oui, d'un nous aussi. manga comme ça. Enfin, en plus pour venir parler de Pluto, enfin, c'est quand même hyper stylé. Non, quoi. c'est Donc, cool. C'était donc, signé. c'était trop, trop c'était- cool. Ouais, ouais. c'était C'était signé. pour nous. C'était pour nous. On avait hâte d'en parler aussi, ouais. Carrément. Du coup, effectivement, vous pouvez me retrouver principalement sur YouTube. Donc, la chaîne s'appelle Horizon Universe, avec un petit trait de 8 entre les deux mots. Je poste 3 vidéos par mois, sauf hors bonus. Quand voilà, il y a des séries. Là, par exemple, il y a la série Fondation qui vient de se terminer, la série Strange New Worlds qui vient de se terminer. Donc, il y a eu des petites vidéos bonus de plus par-dessus. Enfin, c'est pas des vidéos écrites, c'est juste où je donne mon avis et j'explore un petit peu tout ça. Voilà, c'est un peu plus du React. Dans mes dernières vidéos qui sont sorties, là, il y a eu celle sur le vieil homme et la guerre, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est assez intéressante. C'est une série de livres qui est plutôt cool. Il y a eu celle sur la soft science fiction. Donc voilà, j'ai fait 2 séries de vidéos sur la hard science fiction et la soft science fiction. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis la dernière, c'était le versus sur Starship Troopers, donc entre le bouquin et le film. J'adore ce film. Comparer les deux, parce que finalement très peu connaissent. Alors ils connaissent la parenté, mais au final très peu voient vraiment ce qu'est le film, le livre de Heinlein. Enfin voilà, c'est un bouquin qui a pratiquement créé le genre de la SF militaire. Voilà, donc c'est un bouquin très très fondateur en science-fiction, mais qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le film, parce que Verhoeven n'a pas lu le bouquin. Donc
Ouais, mais au Donc, du final, coup, est-ce voilà. que ça en fait Eh ben, un mystère, mauvais faudra film? voir la vidéo pour savoir. On verra la vidéo. Mais C'est voilà, vraiment sinon, suspense. sinon vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, No Delgado, où je poste mes lectures, où je poste voilà, les épisodes de séries que je regarde, où je parle un peu aussi de ma vie, je monte des selfies quand je suis à la salle, tout ça c'est marrant. Oui, ce que j'allais dire. Voilà, Ouais. si jamais vous voulez vous motiver pour aller à la salle de sport, venez sur Instagram parce que je motive les gens à 5h30 du matin. Voilà, et puis Non sur Twitter, Horizon Universe, où je cause un petit peu de tout. Je parle beaucoup de sujets d'actualité aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir, mais aussi Oui. de sujets actualité SF, voilà, où je parle des dernières lectures, des dernières sorties, derniers épisodes de séries SF qui sortent, des derniers films. J'essaie d'être un petit peu partout à la fois. Sur TikTok aussi, si vous préférez regarder plutôt que lire. Et puis c'est déjà Nous, pas non. mal. Voilà, c'est ça. C'est ça. En vrai, voilà, je râlais un C'est petit un peu taf, dessus. hein, les En fait, réseaux sociaux, hein. c'est un C'est du trop taf, gros hein. taf, les réseaux sociaux, mais on aime bien. Au final, on aime tellement son sujet qu'on aime bien. Ouais, on essaye. Voilà. C'est vrai que c'est notre petit point faible. On n'est pas assez présent. Il faudrait qu'on le soit plus, qu'on alimente plus pour gagner en visibilité. Mais voilà, Ah bah c'est compliqué. c'est un travail d'haleine. Ouais. hein, C'est un travail à plein temps. Ouais, Je ne peux carrément. pas. Bah du coup moi non, On mais fait le minimum syndical. Ouais, bah, nous non plus. Hein. Ah non, nous donc non plus. C'est pour ça que ça ouais, décolle pas. c'est compliqué On a à tous un tout boulot à gérer, côté. mais On fait ça pour la passion. Donc, C'est ça. donc voilà. Exactement. c'est pas- Qui dit rentrée, on continue parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode de Hell's Paradise. On a modifié un petit peu notre phrase de conclusion parce qu'on se disait que on mettait pas assez en avant nos contenus tierces à côté, parce qu'on a aussi on fait aussi un petit peu de contenu à côté. Donc on modifie aussi un peu notre façon de conclure l'émission. Donc une fois n'est pas coutume, on continue avec cet épisode de rentrée et on va aussi se poser aussi nous la phrase. Alors on va rapidement répondre à la question du podcast YPDF. Vous pouvez nous retrouver Instagram, Twitter, et on a aussi un Discord si vous voulez souhaiter venir réagir en direct sur l'épisode sorti ou venir parler avec nous. C'est là où on est assez présent. Enfin, je suis assez présent. Parce que le petit Valoche... Oui. Merci de préciser. Il est un petit extérieur. Mais par contre, voilà, on avance aussi sur nos projets un peu à côté, parce qu'on aime bien parler d'autres choses que des mangas. Et donc, mon petit Val, où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu n'es pas sur YPDLM? Dis-nous tout. Alors, mais je crois qu'à la sortie de cet épisode, on n'aura rien sorti encore. Mais vous pouvez déjà nous retrouver sur Te retrouver la waiting surtout. room. Eh oui. Oui, mais toi aussi, tu pourras participer en fait. Je pourrais participer, mais t'as repris les rênes, on peut le redire ici. Ouais. On va... En tout cas, le projet, c'est de reprendre les rênes de la waiting room. On espère faire ça bien. Donc, il y a très certainement des épisodes qui sont sortis que je vous invite à regarder. Et aussi, une petite annonce, ça va se faire pour nos abonnés qui aiment bien le basket comme moi. Qui sont des fans de basket et de NBA, je vais participer. Je sais pas trop quel statut je vais avoir, mais en tout cas, je vais participer au podcast MVP. Je sais même pas si je dois Ouais, si c'est bon, il sera annoncé. Si, on sera bon. Ça va le faire. MVP, donc podcast NBA que je vais faire avec Fox et un ami de Fox. Trop génial. Fox, le Vous avez poteau déjà eu du sur podcast cette, Ex ouais. Libris. Voilà. Trop Donc, ça va cool. être très très cool. Ouais. Génial. Ouais, Enfin, on est des Val gros est fans un- de basket. Voilà. Et on Je te s'est laisse en parler. rencontrés pour le podcast et un jour on a parlé de je sais plus quoi, on parlait de NBA et en fait on s'est plus jamais arrêté de génial. parler. De là, ouais, passion commune. Non, mais c'est Et il y a trop pas cool. longtemps, il m'a écrit, il m'a dit ouais, ça te chauffe qu'on fasse un podcast NBA. J'ai dit bah ouais mec, très chaud. Trop Et bien. donc ça va sortir normalement en octobre, je pense. En tout cas, par là, au niveau de la nouvelle saison NBA quoi. Voilà. Top. Bah, ça c'est cool. Et moi aussi, à côté, en dehors de YPDLM, je suis sur 2 autres podcasts qui sont Toi, radicalement on t'arrête différents, plus mais qui toi. sont- Hein, Bah non. Alors, plutôt orienté cinéma pour le coup, parce que c'est un peu mon autre passion. Donc il y a le premier qui est donc La Passion du Creep, qui est un podcast sur le cinéma d'horreur que j'anime avec le copain Max. Et on a reçu au dernier épisode, on a reçu notre premier invité. On a reçu donc l'ami Dams du podcast Sur la route encore, et on vous a parlé donc du Prince des Ténèbres, du grand John Carpenter. Donc voilà, donc podcast assez cool. On va essayer de gagner un peu en régularité, parce qu'on n'est pas très régulier.
On a mis longtemps avant de sortir les épisodes. Donc là, on est en train de trouver notre rythme avec le poteau Max et du coup, ça va le faire. Donc, pour rappel, voilà, donc Le Prince des Ténèbres, c'est l'épisode juste avant, si vous ne l'avez pas écouté, on s'est attaqué au grand Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est un grand film. Si vous ne l'avez pas vu, faut le voir. C'est partie des films à voir. Et à côté de ça, j'ai un autre podcast. Ça, c'est ma petite soupape de décompression, parce que je ne hoste pas. Je suis vraiment en mode chroniqueur. C'est le podcast High Kick dans ton podcast, puisqu'à titre perso, je fais un peu des arts martiaux. Et là, on s'est tapé un énorme délire à parler de films d'arts martiaux par le biais d'une scène clé qui, pour nous fait kiffer, ou alors elle est ridicule, parce qu'on s'interdit rien, en fait. On parle aussi bien de films cultes que de films, des fois, un peu plus discutables, voilà, un peu nanar, on va dire. Donc voilà, donc c'est très très cool. Au moment où on enregistre, à mon avis, vous aurez eu très certainement le film Blood and Bone avec Michael J. White, et juste avant, on aura fait Expect No Mercy avec Billy Blanks, pour ceux que ça parle. Enfin, en tout cas, voilà, je vous invite à aller. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description du podcast. Mais voilà, on a tous les deux avec Val, en tout cas, on arrive à essayer de faire un peu, d'étendre un peu notre. On se diversifie. Volonté de parler sur autre chose. Donc, le but, donc c'est voilà. d'échanger les passions et d'en parler avec des gens passionnés. Exactement. C'est ça qui est C'est ça. intéressant. Et Clairement. les films d'horreur, Val, c'est une flippette. Donc j'ai été me chercher un acolyte. Ouais, oui. Il faut savoir que Val n'a pas vu Alien. C'est pas un film d'horreur, Alien. Mais si, mais il a peur. Ouais, non. Quelle tristesse. Non, moi, je suis très fragile sur les films. Voilà. qui Et font les arts peur. martiaux, c'est pas son kick. Donc Mais il y a- voilà, Mais il y a Sigourney Weaver en petite culotte. Mais oui. C'est une bonne, mais je ça trouve que c'est une excellente raison de regarder ce film, hein, rien que pour ça. Ça fait peur. Je trouve aussi. Mais bon, Désolé, bref. mais ça fait peur. Bon, écoutez, on est pas mal. On va se dire au revoir. C'est déjà la fin. C'est Bah passé oui. vite. Yes. C'est passé Et très, puis, très et puis écoutez, si cet épisode vous a plu, les C'est l'heure. aléas du direct, c'est l'heure, voilà, on a l'alarme, c'est l'heure, il faut aller se coucher, parce qu'on enregistre, c'est le soir. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des commentaires, ça aide pour le référencement, tout ça, vous le savez. Et encore une fois, Noémie, merci beaucoup Merci. d'avoir Merci été à vous, présente, de surtout. nous avoir éclairé sur le C'était beaucoup trop monde de cool. la SF. Et carrément, c'était très très cool. Et puis on se dit donc à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! Ciao. À bientôt dans l'univers.